Tout le monde a rigolé, tout le monde m'a dit « mais Alice, laisse tomber, ça n'est pas possible. Tu pourras faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Aucune femme l'a jamais fait. J'avais pas d'équipe, j'avais pas de bureau, j'avais pas de clients. J'ai peu d'argent, donc je vais mettre peu d'argent dans la société. D'ailleurs, j'ai mis 300 €. Et tout d'un coup, je me suis dit « mais j'y vais quoi ». Et là, on pouvait plus trop m'arrêter. 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu pilotes aujourd'hui plus de 250 millions d'euros d'actifs sous gestion. La stratégie et l'adaptation, c'est majeur, c'est fondamental. Le cimetière est plein d'entrepreneurs qui n'ont pas voulu changer de voie ou s'adapter aux nouvelles technologies. On n'a pas le choix, mais on peut intégrer et au moins comprendre. Connaître, c'est déjà s'adapter. Tu as dû affronter des avocats, des régulateurs, des banquiers. Tu as toujours fait face et étape par étape, tu as pu réussir à prendre ta place. La totale. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre ? C'est le passage à l'action. Ok, je tente, je fais le premier pas. Et c'est comme ça que je me retrouve en haut d'une montagne. On suis ultra spécialiste, on est hyper bon. Et là, on peut facturer cher. Avis aux amateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné. Je suis avec Alice Labouze. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et merci toi ? à toi d'être ici avec nous. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai plein de questions à te poser. Tu as un parcours extrêmement riche. Je vais commencer par te présenter. Volontiers. Et c'est une lourde tâche que je m'impose ici parce qu'il y a des choses à dire. Tu es la plus jeune femme d'Europe à avoir créé une société de gestion collective agréée par l'AMF, Trecento Asset Management, lancée à seulement 29 ans dans un univers quasi exclusivement masculin. Partie de zéro, pas de réseau, pas de clients, pas de fonds propres. Tu bâtis Trecento sur une initiative forte, misée sur les secteurs d'avenir. Résultat, plus de 60% de performance sur les 3 premières années du fonds Trecento Santé. Puis, lancement d'un fonds sur la robotique Elia dès 2015, avant même que le marché ne suive. Tu pilotes aujourd'hui plus de 250 millions d'euros d'actifs sous gestion. Tu es aussi signataire des PRI de l'ONU et pionnière dans l'intégration ESG dès les débuts de ta boîte. En parallèle, tu oses ce que personne n'a tenté, la première ICO menée par une société de gestion traditionnelle avec la création de Trecento Blockchain Capital en 2018. Tu lèves des fonds via ton propre token, le TOT, pour financer les projets blockchain les plus prometteurs. Aujourd'hui, tu aides les Français à construire des portefeuilles performants et à comprendre enfin comment faire travailler leur épargne. Grand sujet en France. Membre active de l'écosystème tech et finance, mentor, investisseuse, conférencière. Tu rejoins également en 2024 l'émission Qui veut être mon associé sur M6 pour accompagner les entrepreneurs les plus prometteurs de demain. Tu es une pionnière, visionnaire, engagée, toujours en avance d'un coup. Et tu prouves qu'on peut réussir dans la finance sans costume gris et sans compromis. Sacrée présentation. Magnifique présentation, belle introduction. Merci à toi. Plein de questions à te poser. Et franchement, la première, qu'est-ce qui t'a passé par la tête à 29 ans pour te dire « je vais créer une société de gestion dans un monde aussi verrouillé, aussi cadré et normé que celui-ci » ? En fait, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise. Au début, je ne savais pas dans quel domaine, mais quand j'étais petite, j'étais certaine que j'allais mener ma propre destinée et puis écrire mon histoire à travers la création d'un projet, parce que je suis vraiment une femme de projet. Et j'ai eu un peu de chance dans une forme de malchance, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'internats. Et dans un des internats, j'ai rencontré une femme, professeure d'économie, qui en fait m'a montré une lecture du monde à travers le prisme économique. Et c'est là où j'ai commencé à me passionner par ça, par les grands théoriciens économiques. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis arrivée à la bourse, si tu veux. Quand je suis arrivée en école de commerce à Paris, j'ai monté le club d'investissement de l'école qui n'existait pas. Donc, super aventure. Tous les étudiants, enfin on était un certain nombre d'étudiants, on mettait des sous de côté et puis tous ensemble on faisait une réunion tous les mercredis après-midi. Mon rêve c'était d'être place Vendôme, donc en fait j'avais réussi à négocier à l'époque avec une banque qui s'appelait Fidora Moarni, qui n'existe plus, une banque italienne, qui nous prêtait des bureaux sublimes en bois, tu vois, sur la place Vendôme. Donc c'était extraordinaire et donc en fait j'ai fait mon expérience des marchés financiers à travers ce club d'investissement. On a gagné plein d'argent parce qu'en plus c'était une super époque sur les marchés. Et plein d'argent, on avait mis chacun 200 €, mais en tout cas, en proportion, on avait quand même pas mal réussi. Et du coup, j'ai fait des études de finance de marché. Et c'est là où je me suis dit, j'adore ça. En fait, j'adore la bourse. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle histoire tous les jours. Et parce que, en fait, du coup, tu regardes le monde constamment. C'est-à-dire que, tu vois, le matin, avec ton équipe, paf, morning meeting, c'est-à-dire que tu fais une vraie réunion sur tout ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé pendant la nuit, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, mais aussi sur les sociétés que tu as en portefeuille ou alors sur les concurrents. Donc, je trouve qu'en fait, tu es hyper acteur du monde, quoi, citoyen du monde, tu es ancré dans le réel et dans le présent. Et j'adore ça. Et puis, il y a le challenge de la performance aussi qui me plaisait bien. Donc, c'est comme ça que je me suis passionnée pour la bourse et pour les marchés financiers.
le côté entrepreneur, je crois que je l'avais en moi, en fait. J'ai vraiment grandi avec ça. Moi, mes parents avaient chacun, alors c'était tout petits entrepreneurs, c'est chacun unipersonnel. Donc, en fait, ils avaient chacun leur petite URL. Et chacun, ça a fonctionné de manière assez différente. Mais en fait, j'ai grandi dans ce truc où être salarié, c'était pas du tout mon angle. Et donc, très rapidement, mais je vais te raconter, mais très rapidement, en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux être en haut de la tour, parce qu'en fait, j'ai commencé à l'autorité des marchés financiers, oui. Donc c'est la police de la bourse. Et ensuite, j'ai travaillé comme analyste financier dans une société de gestion qui, à l'époque, cartonnait à Paris, qui s'appelle Richelieu Finance, enfin qui s'appelait Richelieu Finance, vraiment collecter des tonnes et ça marchait hyper bien et tout le monde était très starifié dans la boîte. Il y avait même des articles dans les grands journaux, voilà, des journaux plutôt à beaucoup de tirages et tout ça, où on voyait des interviews des gérants. Et quand je suis arrivée, j'ai vu cette société où c'était un très bel hôtel particulier dans Paris, pas loin des Champs-Élysées. J'ai vu le patron qui était en haut, tu vois, et puis en fait, tout était organisé où plus tu avais du pouvoir dans la boîte, plus tu montais, si tu veux, en étage. Et moi, je suis arrivée toute débutante, si tu veux, comme analyste financier. Et je me suis dit, un jour, je serai là-haut. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une société de gestion aussi, parce que j'avais envie, en fait, presque de ressembler en fait, à ce patron qui m'inspirait énormément. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais une société de gestion, j'avais 24 ans. 24 ans. Ouais. Donc pendant 5 ans, tu vas faire ce processus, tu vas être dans ce monde, dans cet écosystème. Et au bout de 5 ans, tu vas oser te lancer, tu vas te lancer. C'est une vraie décision. Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné où tu te dis, allez, j'y vais, peu importe. Parce qu'en plus, c'est un monde extrêmement normé, régi, cadré, régulé, effectivement, qui n'est pas simple. Ah non. Comment tu l'as vécu et quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné, si j'ose dire, ce courage, cette audace d'y aller? Très vite, je savais que j'allais le faire. Le tout, c'était de savoir quand, comment. Et en fait, il y a plein de choses que je n'ai pas du tout anticipées parce qu'en fait, j'aurais dû me dire, tiens, il me faut de l'argent et tout ça. Mais en fait, c'est juste, il fallait que ce soit le bon moment où dans ma tête, j'étais alignée. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être capable de le faire, d'avoir acquis suffisamment de maturité professionnelle, bien que j'en avais très peu. D'ailleurs, quand j'ai démissionné pour créer ma société de gestion, tout le desk, parce que j'étais sur un immense desk que de garçons, en fait, on tradait toute la journée. Et si tu veux, tout le monde a rigolé, quoi. Tout le monde m'a dit, mais Alice, laisse tomber, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que tu pourras faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Aucune femme l'a jamais fait, encore moins très jeune. Tu viens pas du tout d'une famille de financiers. Mon père n'était pas agent de change, parce que quand même, en général, c'est assez classique. Donc, soit agent de change, soit un grand financier français. J'avais aucun réseau, j'avais pas de clients. C'est ce que tu disais, c'est vrai. J'avais pas de clients parce qu'en fait, moi, j'avais géré de l'argent, mais c'était d'autres personnes qui s'occupaient de collecter l'argent. Donc, je savais faire fructifier de l'argent en bourse, mais en fait, toute la démarche commerciale, qui est évidemment le nerf de la guerre dans n'importe quelle entreprise, mais en particulier dans ce type d'entreprise, j'avais aucune idée de comment faire et par où démarrer. Mais tu sais, c'est un peu le côté, tu vois, un peu la fleur au fusil, quoi, le côté à dire, j'essaye. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre ? En réalité, rien. J'avais rien à perdre. Juste de perdre le regret de ne pas avoir essayé, tu vois. Et donc, j'ai démissionné. Voilà, tout le monde a rigolé. Beaucoup de gens ne m'ont plus parlé, d'ailleurs. J'ai même reçu un courrier. Alors, ça, c'est sûr que je voulais créer une société de gestion. Quand même, ça a été pris au sérieux, parce que la société dans laquelle je travaillais m'a même envoyé un courrier pour me menacer, que si jamais j'osais approcher le moindre client de la firme, j'allais en prendre pour mon grade. Et d'ailleurs, ce n'était pas mon optique d'aller chercher leurs clients du tout, donc ça tombait bien, mais j'ai trouvé que c'était plutôt signe presque d'encouragement de leur part. Ça voulait dire qu'ils se disaient, c'est possible, elle est capable de le faire. Ouais. Alors, comment j'ai fait ? Longue histoire. Parce que ne serait-ce qu'un agrément AMF, c'est des procédures, et c'est colossal. Peu de gens en sont capables, peu de gens peuvent le faire, peu de gens y arrivent. Et puis déjà, juste créer une boîte, en partant de zéro, sans capital, sans client, tu l'évoques. Tout le monde te disait ça va être compliqué, ça va pas être possible, mais arrête, redescends sur terre ou autre. Ça, c'est la réalité, ta réalité. Et toi, tu te dis, OK, fleur au fusil, peut-être un petit peu, si j'ose dire, de crédulité, de motivation, t'y vas. Mais beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent aussi, se disent, moi, j'aurais pas osé. Et peut-être même sont dans cette situation au moment où ils nous écoutent. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans mon métier n'ont pas osé et rêvent d'oser, mais parfois, souvent n'oseront jamais en fait. Et parfois m'en veulent d'avoir osé.
Et ça, c'est un autre volet de l'entrepreneuriat quand on réussit. C'est qu'en fait, on a eu le courage, d'une certaine manière, la détermination, l'audace de faire quelque chose dont beaucoup rêvent. Mais en fait, c'est le passage à l'action, en fait. Et ça, c'est un vrai enjeu en France, notamment, ce sujet du passage à l'action, c'est-à-dire se dire, OK, je tente, je fais le premier pas, et puis le deuxième, je le ferai après, enfin, ça viendra, le troisième. C'est un peu ce que je dis quand on me demande, en fait. C'est vraiment, évidemment, là, on voit la montagne que j'ai grimpée qui paraît énorme, et on se dit, bon, c'est difficile. Mais en fait, c'est vraiment petite pierre par petite pierre par petite pierre, et je voyais que la pierre d'en face, et c'est comme ça que je me retrouve en haut d'une montagne qui n'est pas non plus la plus grande montagne du monde, en toute modestie, mais c'est quand même déjà pas mal, quoi. Donc, pour répondre à ta question, en fait, j'ai vraiment... en fait, je crois en moi, c'est-à-dire que j'ai une chance, et ça, je dois remercier mes parents, quand même, soyons honnêtes. C'est sans doute quelque chose aussi qui vient de mon éducation. J'ai toujours considéré que j'allais faire des choses extraordinaires, et j'ai toujours considéré que je n'allais pas forcément mieux faire que les autres, mais que j'étais au moins capable de faire aussi bien. Tu vois ? Donc, je n'ai pas de problème comme ça de manque de confiance en moi, de me sentir petite, illégitime et tout ça. Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas non plus, je n'ai pas un melon de dingue, tu vois, je ne crois pas, il faudrait demander aux autres. Mais je pense que j'en suis capable. Tu vois, à partir du moment où je travaille, je mets de l'énergie, petit à petit, et je suis capable encore de plein d'autres choses. Tu vois, même maintenant, j'ai plein d'idées, plein de projets que j'ai envie de développer. Donc, j'ai été quand même confrontée. Donc là, je fais la maline, mais à l'époque, je ne faisais pas la maline parce que j'avais démissionné. Et puis là, tout d'un coup, tu fais ton mémo, ton BP, que j'avais démissionné évidemment avant. Ouais. Et puis tu dis, tiens, il faut quand même pas mal d'argent, tu vois, pour lancer une société de gestion. Alors, je regarde. Bon, moi, j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'étais la moins payée. J'étais la seule nana et j'étais la moins payée de tout mon desk. Et puis, j'aimais bien acheter différentes choses. Donc, de toute façon, je n'avais pas de sous. Donc, il fallait que je trouve une solution déjà pour les fonds propres. Alors, j'ai créé une holding pour laquelle j'ai fait un mémo, donc un document de présentation, ma vision, ma stratégie, mon positionnement, produit, mes perspectives de développement, mes réseaux de distribution, et puis un joli business plan, tu vois, qui allait très très haut, très très loin. Et je me suis dit, ce que je vais faire, j'ai peu d'argent, donc je vais mettre peu d'argent dans la société. D'ailleurs, j'ai mis 300 €, c'est pour ça qu'on l'a appelé Trecento. Trecento, c'est 300 en italien. Et j'ai fait une augmentation de capital avec une très grosse prime d'émission. Alors, grosso modo, j'ai vendu en fait une part de ma boîte à un prix qui était évidemment supérieur au prix existant, puisque le prix existant, c'était 0, enfin c'était moi, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de bureau, j'avais pas d'agrément AMF, et on va en parler, j'avais pas de clients, j'avais pas d'historique de performance sur mes fonds, enfin la totale, quoi. T'avais juste un BP, juste moi, la bonne volonté, souriante, déterminée, avec l'envie de réussir. Et puis je me suis dit, l'option qui paraissait la plus logique, c'était de se dire, je vais aller voir les financiers parisiens, parce qu'ils comprennent ce business-là. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une bonne idée, parce que évidemment, comme j'étais très éloignée en fait, des stéréotypes des patrons de sociétés de gestion en France, parce qu'en fait, ce sont que des hommes. Il faut comprendre, sur 600 de sociétés de gestion en France, on est 2 femmes à en avoir créé et à en diriger. Ah ouais. Tu vois, 2 sur 600. Donc tu vois la stat. Donc aller pitcher des financiers, eux, ils sont pas idiots, ils connaissent les stats, et donc ils disent, laisse tomber, c'est va faire autre chose dans la vie, tu vois. Donc j'ai décidé d'aller voir des entrepreneurs de différents secteurs d'activité, et surtout pas que à Paris, pour cette augmentation de capital, c'est-à-dire pour trouver les fonds propres. Et donc, j'ai pris ma petite mallette, quoi, et je suis allée voir. Alors, j'ai beaucoup chassé sur LinkedIn. C'était un peu les débuts de LinkedIn. J'ai réussi à avoir des rendez-vous. Les gens m'écoutaient. Alors, souvent, je me faisais envoyer bouler, mais c'est pas grave, tu vois, petit à petit. Et c'est comme ça que 12 entrepreneurs sont entrés au capital, donc de ma holding, pour à peu près 35% du capital de la holding. Donc, je suis restée nettement majoritaire, si tu veux. Et je suis allée chercher 100% des fonds propres dont j'avais besoin pour lancer la filiale, qui, en l'occurrence, était une société de gestion. Et donc là, je vais te raconter la suite de l'histoire. On était, excuse-moi, je te coupe, 12 entrepreneurs, 35%. Pour quelle somme, pour quelle valo ? En fait, 3 millions d'euros la valo. 3 millions d'euros. Ouais. Mais déjà là, on peut s'arrêter juste sur ça, parce que c'est assez exceptionnel. Tu dis, vous êtes 2 aujourd'hui sur 600, c'est plus de 99,90%, c'est énorme. Pour autant, tu le dis aussi, à part ton BP, ta bonne volonté, ton envie, etc., ta conviction, il n'y a rien. Non, c'est ça. Et donc, tu vas aller chercher un par un
que ce soit en région parisienne ou même dans toute la France, un petit peu partout, beaucoup plein en d'entrepreneurs. province. En province. Ouais. Et ben, juste pour donner une clé à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, en fait, évidemment, j'aurais jamais trouvé, enfin, j'aurais peut-être pu trouver, mais j'avais pas le réseau pour le faire, pour trouver quelqu'un qui me mettait l'entièreté de la somme, si tu veux, un seul associé, enfin actionnaire, même pas associé, un seul actionnaire qui me mettait l'entièreté de la somme sur la base de cette valo. Par contre, aller en chercher plein de petits, tu vois, ça marchait mieux parce qu'en fait, c'est vrai que la finance de marché, ça fait rêver aussi. Et plein d'entrepreneurs de province ont le sentiment aussi qu'ils sont très éloignés de cet univers. Donc l'opportunité qui leur était donnée de mettre un petit ticket qui n'était pas forcément très élevé, si tu veux, dans un projet de société de gestion, finalement, il y avait quelque chose aussi de sympathique, de valorisant, qui avait du sens et tout, et puis d'assez hors du commun, quoi. Complètement. Donc je pense que ça a joué. Complètement. Tu vois ? Je me permets une petite question un petit peu technique, oui mais plus pour comprendre la mécanique et la logique à derrière. Est-ce que tu les as fait tous rentrer en individuel dans la holding ou tu as créé une autre holding ou un SPV pour les faire entrer tous d'un coup ? Non, ils sont tous entrés dans la holding. Okay. Mais par contre, j'ai isolé la holding de la société d'exploitation. Ça, c'était très important pour moi pour être, d'une certaine manière, seul maître à bord, seul décisionnaire dans ma société d'exploitation où là, la prise de décision rapide, efficace, organisée, tu vois, il fallait que ce soit facile, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dissocié les deux. Et d'ailleurs, à chaque fois, parce que j'ai eu des rotations d'actionnaires minoritaires dans cette holding, puisque ça fait maintenant 15 ans que j'ai ma boîte, donc ça fait quand même assez longtemps, il y a eu des changements, j'ai toujours gardé les particuliers entrepreneurs, on va dire, dans cette holding. S'il y avait des nouveaux ou des gens qui sortaient, hop, c'était toujours dans la holding. Par contre, la société de gestion, la société d'exploitation, il m'est arrivé de faire entrer des minoritaires, mais là, pour le coup, seulement des investisseurs institutionnels. C'est clair. Des caisses de retraite, des mutuelles, des grosses sociétés de gestion qui sont rentrées. J'ai fait des rotations d'actionnaires, mais on va en parler. En tout cas, le capital est un actif que vous avez et il faut l'utiliser pour créer du levier pour votre business. Justement, donc là, tu te retrouves avec des sous. Ce plan, des sous, déjà 3 des millions. Sous. C'est génial. Pas mal. Next step. Ouais. Next step, eh ben, c'est parti, quoi. Donc, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Parce qu'en fait, il faut comprendre, pour avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers, donc ça s'appelle de la gestion pour compte de tiers. Donc, c'est une énorme responsabilité et c'est pour cette raison-là que c'est très réglementé, très encadré. Donc, pour avoir cet agrément, il faut cocher un certain nombre de cases. Ces cases-là, elles vous obligent à avoir des dépenses préalables, d'où l'importance d'avoir du cash au démarrage. Les dépenses préalables, ça va être recruter une équipe compétente. Et pas seulement une équipe de gestion, c'est-à-dire pas seulement des experts de l'investissement en bourse, mais aussi une équipe de gestion du risque, une équipe de middle office, une équipe évidemment dédiée à la réglementation de conformité. Donc déjà, tu dois avoir ton staff qui est prêt, qui a signé en amont, si tu veux, et qui a quasiment donné sa démission, tu vois, pour pouvoir intégrer ton équipe. Donc, tu t'apprêtes à avoir des coûts quand même très significatifs. Premier point. Ça permet de remplir quelques cases du dossier AMF. Deuxième point, il te faut, et là c'est une des choses les plus difficiles, il faut en fait qu'un des grands dépositaires valorisateurs de la place accepte de prendre tes fonds, de te prendre comme client, si tu veux. Parce qu'il faut comprendre que les grands dépositaires valorisateurs, ils gagnent que des tout petits pourcentages, donc ils doivent être certains que tu vas collecter. Parce que sinon, faire la valeur, ce qu'on appelle la valeur liquidative, c'est-à-dire le prix des parts de ton fonds, tous les jours et avoir le côté dépositaire, c'est-à-dire un compte où c'est déposé, ça leur coûte de l'argent. Donc, eux, ils veulent être sûrs que tu vas collecter énormément. Autant te dire que quand moi, je suis arrivée, si tu veux, avec ma petite frange, toute jeune, toute fraîche et tout, en disant, j'aimerais bien que vous soyez dépositaire et valorisateur, j'ai eu pas mal de portes qui se sont fermées. Et j'ai eu une chance incroyable. Une chance incroyable. J'ai un gros dépositaire de la place qui a fini par accepter. D'ailleurs, je le remercie. Et c'était un des chargés de dossier ou commercial qui m'avait beaucoup défendu. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un dossier qui était à la hauteur des attentes de l'autorité des marchés financiers. Et miracle, j'ai eu l'agrément. En combien de temps ? Écoute, on a déposé le dossier en décembre, je sais que c'est dingue, décembre 2011. On l'a eu en mars 2012. Ah ouais. Donc hyper rapide. 4 mois. Aujourd'hui, il faut 1 an, enfin ça dépend. Ouais. Certains n'arrivent pas en fait, même à en avoir. Ouais. Et moi, je ne sais pas, miracle. En fait, c'est comme si tout était hyper aligné. Après, j'avais vraiment bossé mon truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas déposé le dossier en ayant des trous dans la raquette. 100%, tout était prêt. Le bail de la société,
ce qu'on appelle la salle blanche, parce que nous, on doit dupliquer l'ensemble de nos données constamment si jamais il y a le feu quelque part et tout. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il fallait préparer en amont et vraiment, tout était nickel. Et justement, pour préparer en amont aussi bien les choses, en général, il faut de l'information, il faut savoir ce que les autorités attendent. Tu t'es entouré, tu t'es renseigné, comment tu as fait? Est-ce que tu as des conseillers ou c'était lié à ton passé? Non, en vrai, j'en avais aucune idée, pour ne rien te cacher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un prestataire. Je suis allée chercher en fait une équipe de gens qui avaient travaillé historiquement à l'autorité des marchés financiers et qui donnaient les agréments. Donc voilà, ça coûtait un peu de sous. Voilà, j'ai maximisé le potentiel de retour positif. Donc ça coûtait quand même assez cher, mais au moins j'étais certaine que mon truc était nickel, quoi. Il y a un moment, si tu lèves de l'argent, c'est aussi pour gagner du temps, gagner en efficacité, éviter le côté sueur froide où tu ne sais plus comment tu vas faire. Donc au moins ça, je savais comment le gérer, quoi. Donc là, mars 2012, c'est il y a 13 ans. Pratiquement jour pour jour. J'ai l'agrément. Tu as l'agrément. C'est super d'avoir l'agrément. Mais maintenant, il faut les clients. Si tu ne gères pas d'argent du tout. Faut... En fait, avoir l'agrément, c'est vous avez le droit d'être live, on va dire, sur vos fonds. Enfin, mon premier fonds, parce qu'on n'a pas parlé des produits, mais moi, mon angle, c'était de dire j'ai envie de pouvoir investir dans des sociétés cotées, partout dans le monde. Et plutôt que de faire, à l'époque, tous mes confrères faisaient ça, ils investissaient soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en France. D'ailleurs, chez nous, en France, on investissait surtout soit en France, soit en Europe. Il y avait aussi des fonds sur les émergents, tu vois. Moi, je voulais investir partout dans le monde, mais je voulais aller sur des thématiques d'investissement. C'est-à-dire que je me disais, quitte à investir sur une société cotée en bourse, autant qu'elle opère sur un marché structurellement en croissance. Tu vois, ça permet aussi de se dire que même si on fait des erreurs parfois dans l'investissement, au moins, si les sociétés sont sur des marchés en croissance, elles vont avoir un très joli chiffre d'affaires qui va grandir. Et donc, c'est plutôt un signe de performance, de performance avancée, on va dire. Et pour moi, la méga tendance absolue à l'époque, c'était vraiment la santé. La santé, c'est 10% du PIB mondial. Donc, c'est quand même 1/10 de la création de richesse mondiale, donc c'est pas rien. Et à l'intérieur de la santé, tu as 4 sous-segments qui sont super, mais surtout qui fonctionnent de manière très différente. Donc, tu as une forme de diversification naturelle du fond, de la thématique santé, qu'il n'y a pas forcément sur toutes les thématiques. Tu as les laboratoires pharmaceutiques, donc c'est ceux qui fabriquent les médicaments sur la base d'assemblage chimique, mais tu as aussi les fabricants de médicaments génériques, donc eux, ils copient les médicaments chimiques. Tu as le matériel médical, deuxième secteur. Donc là, ça va être aussi bien les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic. Donc ça peut être une hanche artificielle, ça peut être des stents, des appareils d'imagerie, de radiothérapie. Le troisième secteur, c'est ce qu'on appelle les services à la santé, cliniques, maisons de retraite, assureurs santé privés, parce qu'il y en a énormes qui sont cotés aux US, par exemple, mais ça peut être des logiciels pour les pharmaciens, pour les médecins. Et le quatrième secteur, c'est ce qu'on appelle les biotechnologies. Alors en France, il y a plein de petits porteurs qui adorent dire « je vais acheter des biotech et tout », mais en France, malheureusement, on gagne rarement de l'argent. Mais les biotechnologies, juste pour que vous compreniez, c'est ceux qui inventent des médicaments sur la base du vivant. Ils vont te prendre du sang ou du plasma et ils vont le faire évoluer pour que ça devienne un médicament, une thérapie. C'est vraiment la différence entre une biotech et un labo classique qui, lui, fait de l'assemblage chimique. Donc, si tu veux, pour moi, il y avait une grande diversité dans cette thématique qui permettait de dire « je lance un fonds là-dessus ». En plus, à l'époque, pour ne rien te cacher, on était dans le tiers le plus bas de la valorisation historique du secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, c'était pas cher en bourse. Donc, quand tu crées un fonds sur une thématique de croissance qui repose sur des catalyseurs forts, le vieillissement de la population, l'augmentation de la population, le rattrapage dans des pays émergents, et qu'en plus, c'est pas très cher en bourse, tu prends un bon point d'entrée, tu vois, tu prends un peu d'avance sur tout le monde pour faire de la perf, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette thématique d'abord. Et là, je me retrouve dos au mur, quoi, en disant, il faut que je collecte de l'argent maintenant. Parce que tout ça, je l'avais un peu mis de côté. Alors, en fait, je m'étais dit, comme j'arrive à parler à des entrepreneurs, en général, ils m'écoutent, ils me comprennent, ça se passe plutôt bien, on se ressemble beaucoup, donc je vais collecter auprès des entrepreneurs. Ça me semblait logique. Et bien, pour ne rien te cacher, c'était avoir une profonde méconnaissance du marché de la distribution en France, de la distribution d'épargne en France. Parce que pour des raisons fiscales, l'argent des gens, les valeurs mobilières, donc les investissements dans des fonds, sont la plupart du temps dans des contrats d'assurance vie.
vois, pour la transmission, c'est pour éviter de payer des droits de succession, d'une part, et puis pour payer moins sur la plus-value. On met ça dans des contrats d'assurance vie pour les entrepreneurs et pour tout le monde, quoi. Sauf que du coup, autant te dire que moi, ni AXA, ni Allianz, ni Cardiff, ni Swiss Life, ni les grands assureurs de la place avaient envie de référencer. Enfin, ils ne voulaient même pas me recevoir, quoi, soyons honnêtes, hein, tu vois. J'avais pas de track record, j'existais pas, mon fonds faisait 0. Enfin, comment tu veux être référencé? Du coup, j'avais pas accès. Même des gens écrivaient à Generali, par exemple, en disant « je veux investir 1 million dans le fonds d'Alice », lettre signée alors que la personne en question a plusieurs millions d'euros chez Generali. Petite lettre de Generali, ce fonds n'est pas référencé, merci, au revoir, quoi. Il te le refusait. Il le refusait. Donc du coup, mon business plan était mort. Voilà, il était mort-né. Toute mon estimation initiale, en fait, était complètement fichue puisque le marché que je croyais pouvoir adresser était inadressable à cette époque. Ça a changé depuis, mais au tout démarrage, c'était inadressable. Et à ce moment, comment tu te sens? Parce que là, ça fait des mois, 1 an, 2 ans que tu travailles sur ce sujet. Tu as quitté ton job, tu as tout quitté, tu t'es lancé, tu as osé. Et on te dit, bah non, ça ne va pas être possible, en fait. En fait, ça m'a fait un drôle d'effet, mais pour ne rien te cacher, maintenant, rétrospectivement, je n'ai pas le souvenir que ça m'ait déprimée ou quoi que ce soit. Vraiment pas. En fait, au contraire, je sais pas, je me suis dit, bah, tiens, il faut trouver une autre solution, quoi. J'étais aussi très, très positive à cette époque-là, particulièrement, convaincue que j'allais y arriver, quoi, un espèce de truc. Et j'avais, alors à cette époque, il y avait un livre qui était sorti et qui s'appelait Les Zinzins. Alors les Zinzins, c'était une manière de parler des investisseurs institutionnels français. C'était un espèce de petit surnom. Et je me suis dit, tiens, les investisseurs institutionnels, c'est vrai que ça existe, ils ont beaucoup d'argent. Peut-être qu'eux, ils vont pouvoir investir dans mon fonds santé pour démarrer. Mais j'en connaissais aucun, tu vois. J'étais jamais allée voir une caisse de retraite, une mutuelle, un assureur. Enfin, un assureur pour ses fonds propres, c'est-à-dire pas pour les clients, mais vraiment pour les fonds propres. C'est ça, les institutionnels. Et j'ai eu une chance, c'est que je connaissais quelqu'un qui n'avait pas un énorme poste, mais chez un assureur français, enfin un institutionnel français, qui avait un livre avec toutes les coordonnées, en fait, de tous les patrons des caisses de retraite et des mutuelles françaises. Ça venait juste de sortir, ce livre, et c'était juste quelque chose qui était acheté par les instituts eux-mêmes. Normalement, ce n'était pas trop censé aller vers les gens comme moi, parce que c'était un petit peu embêtant sinon. Et j'avais tout, c'est-à-dire j'avais le numéro de téléphone, bon, pas le portable quand même, mais le numéro de téléphone, l'adresse email, donc j'avais le président, le directeur financier, le responsable des investissements, enfin, tu vois, c'était hyper bien organisé avec les coordonnées. Et là, j'ai fait un truc que moi j'appelle stratégie tempête du désert. J'ai tout fait, mais tout ce qui est possible, presque tout, pour essayer de rencontrer les présidents des caisses de retraite et des mutuelles françaises. Un par un. Un par un. Mais tout, quand je te dis tout. Tu les as appelés, tu as envoyé un email, tu es allé. Je peux même te raconter des anecdotes assez. Mais c'est rigolo d'ailleurs, tu vois, par exemple. Bon, alors tout ça, il y a les mutuelles et les caisses de retraite en province et puis à Paris. Mais à Paris, par exemple, je savais que certains d'entre eux, certains présidents, avaient leurs habitudes dans tel ou tel restaurant. Toujours, tu sais, ils vont toujours dans les mêmes. C'est des gens, ils vont dans des très bons restaurants. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même assez repas d'affaires et tout. Et comme je savais, j'avais réussi à me renseigner, en fait, je déjeunais à côté. Tu vois, donc, je me mettais toujours la table à côté. Il y en a certains, ils s'en souviennent d'ailleurs. Je me mettais la table à côté. Puis j'étais toute seule. Et puis eux avaient leur déjeuner, leur rendez-vous et tout ça. Et donc, en fait, hop, j'essayais, au moment où je sentais qu'éventuellement ils me regardaient, paf, avec ma carte, je prenais ma carte de visite, je la posais sur la table et je disais, si vous voulez aider et soutenir l'entrepreneuriat français dans la gestion d'actifs, appelez-moi. Et alors parfois, donc les gars, parfois ils m'envoyaient bouler, parfois ils craquaient, ils me donnaient leur carte en disant, allez, prenez contact avec moi, on pourra se voir. Et c'est un peu comme ça, si tu veux, que j'ai réussi à rencontrer des patrons de caisses de retraite et de mutuelles, aussi parce que il était impossible, compte tenu de ma situation, d'aller voir les strates intermédiaires. Tu vas avoir le directeur financier, c'est fichu. Tu vas avoir le sélectionneur de fonds, c'est sûr, jamais il te met un centime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des règles prudentielles, il y a des règles de gestion du risque qui font que, en fait, ils n'ont aucun intérêt à investir chez toi. Ils prennent tous les risques. Si ça marche, personne ne leur dira merci. Et si ça ne marche pas, ils vont avoir des problèmes. Donc, la seule solution, c'était le coup de cœur du président. Tu vois ? Et donc, c'est comme ça que je suis allée chercher le coup de cœur du président, un peu en mode miette au début. Mais j'ai signé des beaux comptes. Hein. Il y en a qui n'en revenaient pas. Hein. OK. Je peux même te donner des noms si tu veux, mais tu vois, AG2R, la mondiale, la SMA BTP,
C'est le système de retraite des gens du BTP, la caisse des agents de la sécurité sociale, la mutuelle de Poitiers. Enfin bon, il y en a plein. Tu vois, Monceau Assurance, qui était une ancienne mutuelle. Enfin bon, et petit à petit, tu vois, ça te permet de grandir. Et cet état d'esprit de débrouille, à chaque challenge, trouver des solutions et y aller, peu importe les obstacles, comme tu l'as fait depuis le début, comme tu l'as fait avec l'agrément, comme tu le fais là avec les clients, c'est quelque chose que tu as en toi, tu l'as toujours eu, parce qu'encore une fois, pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut paraître assez dingue, peut-être incroyable. Et moi, justement, je t'écoute étape par étape et je me dis, mais c'est dingue. Et puis en plus, l'histoire, elle est belle. Elle continue d'être belle année après année, on va y revenir. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné qui a fait cette personnalité qui avance quoi qu'il arrive? Franchement, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de déclic. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un moment où il y a eu avant-après. Mais ma famille me dit qu'à 17 ans, j'ai changé. Ok. Que je suis passée en mode ultra-détermination. Tu vois, alors qu'avant, j'étais un peu plus artiste. Tu vois, moi, je viens d'une famille où ma maman est artiste. Donc, tu veux, je faisais du dessin, de la musique beaucoup, parce que je fais beaucoup de musique. Mais je n'étais pas en mode détermination business. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé à 17 ans, parce que je ne me souviens pas particulièrement d'un événement. En tout cas, d'après ceux qui me connaissent, c'est là où j'ai changé et que tout d'un coup, je me suis dit, mais j'y vais, quoi. Tu vois, à l'attaque. Tu vois. Okay. Et là, on ne pouvait plus trop m'arrêter, par contre. Et justement, on ne peut plus t'arrêter. Tu as tes premiers clients qui signent. Qui signent, ouais. 1 million, 2 millions, 3 millions. Parce qu'en fait, il faut comprendre que notre business model, c'est de prendre un petit pourcentage de l'argent qu'on gère. Ouais. Donc, et donc, tous les ans, tu as intérêt à collecter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour pouvoir, en face, gérer tous les coûts qui sont énormes d'une société de gestion parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais l'ultra-réglementation, qui avait déjà au démarrage, alors là, l'inflation réglementaire qu'on vit, c'est-à-dire qu'il y a constamment des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouveaux prestataires, des nouveaux logiciels, enfin on ne fait que ça, si tu veux, fait que notre base de coûts ne fait que croître. Donc tu as intérêt à collecter. Parce que si tu restes au même niveau, c'est cuit. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Donc, ouais. Et justement, avec les 3 millions que tu lèves au départ, c'est quoi la visibilité que tu as? Tu te dis, je suis tranquille 6 mois, je suis tranquille 1 an? J'étais tranquille 1 an et demi sans me payer. Donc, tu as 1 an et demi sans me payer. pour acquérir un maximum de clients, être performante et pouvoir voir venir. Comment ça se passe au niveau de la croissance les années à venir? Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un move stratégique en particulier qui a fait exploser la boîte? Oui. Alors, c'est exactement ça. Il y a eu un move stratégique. Alors, en fait, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire, tu collectes très peu, tout petit. Donc, tu perds de l'argent. La première année, on a perdu pas mal d'argent. La deuxième année, je l'ai démarré, tu vois, un peu... bon, je savais que c'était chaud, mais j'avais quand même des prospects. Il y avait moyen, tu vois, qui signent dans les mois à venir. Et là, en fait, je fais rentrer au capital. Donc, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai utilisé mon capital comme un levier de développement pour la boîte. Donc, j'ai fait rentrer en minot dans la société de gestion un incubateur de société de gestion. À l'époque, il y en avait 2 en France. Et il y en a un, après 8 mois de négo, qui est entré au capital. Il a pris 15% du capital de la société de gestion. Et il m'a apporté... Non, 20%, pardon. Et il m'a apporté 15 millions à gérer. Donc, ça m'a permis, paf, de passer une étape. Alors, 15 millions, ça paraît beaucoup, mais sachez qu'en fait, on ne gagne pas d'argent. Hein, nous, une société de gestion, avec seulement 15 millions sous gestion, on perd de l'argent. Donc, c'est la course à aller en chercher d'autres, mais déjà, vous avez atteint une petite taille. Et puis, 3 ans après, donc 3 ans après l'arrivée de cet incubateur, j'ai racheté les parts de cet incubateur pour le revendre à un gros institutionnel français, qui était une mutuelle, et qui là a accepté de reprendre, en fait, même pas 20% du capital, mais seulement 15% du capital, contre 50 millions d'euros. Ils ont investi. Donc tout ça, je suis allée le chercher. Hein. C'est pas tombé comme ça. J'ai pas eu un coup de téléphone. Tiens, on voudrait faire ci ou faire ça. Mais comme j'avais des clients institutionnels et qu'on faisait des super performances, c'est-à-dire qu'on était vraiment hyper fort dans les perfs, normal, j'avais choisi une bonne thématique. J'investissais partout dans le monde. Le dollar, en plus, montait. Donc nos investissements sont en dollars, mais ramenés en euros. Donc c'était très favorable à la performance. Et en plus, j'avais acheté à un prix pas cher. Comme je t'ai dit, la valorisation historique était faible. Donc tout le monde gagnait de l'argent. Tous les clients gagnaient de l'argent. Donc, je suis allée les voir en disant, j'en ai vu plusieurs, et il y en a un qui a accepté de dire, prenez une participation chez moi, investissez de l'argent dans mes fonds, et comme ça, on va tous gagner plein d'argent, quoi. Et en l'occurrence, j'ai réussi. Donc, il y a une mutuelle française qui a apporté 50 millions. Et là, ça a été quand même game changer parce que nos chiffres ont incroyablement cru.
Et puis tout d'un coup, tu existais sur le marché, ça te crée une légitimité. Et puis je commençais à prendre de la bouteille, tu vois. Tu commences à avoir un historique de performance. Et moi, j'ai beaucoup utilisé, comme je n'avais pas grand-chose au départ, ma personne comme vecteur de communication ou de crédibilisation, on va dire, de la boîte. Donc en fait, j'intervenais sur BFM Business, qui est une chaîne de télé, la petite sœur de BFM pour la bourse, tu vois. Toutes les semaines, j'avais une petite chronique sur la santé et tout. Donc, c'était plutôt sympa. Et du coup, là, j'ai commencé à un peu plus collecter, d'autant que j'ai décidé de lancer mon deuxième produit, mon deuxième fonds d'investissement. Dis-nous en plus. Un fonds d'investissement sur la robotique et l'intelligence artificielle. Donc avant tout le monde, en plus. Avant tout le monde. On parlait de 2015. Ouais, donc, 2015, c'est pas aujourd'hui ou depuis 2-3 ans, non, tout le monde parle de ChatGPT. Non, Nvidia, par exemple, dont tout le monde parle, on connaît depuis très longtemps. Nous, on en a depuis très longtemps. Alors, en fait, c'est un coup de chance. Enfin, un coup de chance. L'histoire, c'est que dans la santé, puisque j'avais donc un fonds santé depuis plusieurs années, on a vu le matériel médical, donc tu sais ce que je te disais, les implants, les prothèses, les outils de traitement et diagnostic, tout ça incroyablement bouleversé et changé par l'arrivée de la miniaturisation, de la robotisation, du big data, donc du traitement et du tri des données, et des petits débuts d'intelligence artificielle, tu vois. Et on voyait que ça boostait incroyablement la croissance, enfin les perspectives de croissance de ce sous-secteur, de ce segment de la santé. Donc j'ai dit à l'équipe, j'ai une équipe d'analystes financiers, j'ai dit, faites-moi une étude. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que ça va bouleverser aussi d'autres secteurs de l'économie? La réponse était oui. Est-ce qu'il y a assez de sociétés cotées en bourse dans le monde qui sont un peu ce qu'on appelle pure players, c'est-à-dire qui ont quand même une quote-part de leur chiffre d'affaires dédié à la robotique et à l'IA suffisamment significative? La réponse était oui, on va s'arranger, quoi. Enfin, il n'y avait pas énormément de boîtes, mais on pouvait créer quand même un fonds. Et donc, du coup, j'ai demandé l'autorisation à l'AMF, parce que ça aussi, chaque fonds que tu crées, il te faut en fait le visa de l'AMF. Donc, hop, tu refais pas mal de documents. Et j'ai eu. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai lancé ce fonds sur la robotique et l'IA en 2015, effectivement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu as ces convictions? Parce que tu le dis, Nvidia, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, et tu le connais depuis bien longtemps. Ouais. L'IA, ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Pour autant, tu te dis, c'est un secteur prometteur, en croissance. J'ai envie de me positionner dessus. En plus, c'est le deuxième produit, sauf erreur aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de troisième produit, donc il y a vraiment une vraie conviction sur celui-ci spécifiquement. Qu'est-ce qui t'a attiré? Il y a plusieurs choses. D'abord, de toute façon, je suis une grande fan des révolutions technologiques. C'est-à-dire que c'est vraiment mon truc. J'aime beaucoup la marche du monde et la marche de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Notre capacité à créer, à se renouveler. Notre capacité, nous, les êtres humains, tu vois, à inventer. Enfin, moi, je suis absolument fascinée par les inventeurs et tout. C'est pour ça que d'être dans Qui veut être mon associé, d'ailleurs, c'est sympa. On en parlera aussi. Voilà. Donc ça m'a toujours fascinée, les nouvelles technologies, les inventions, enfin voilà, ce de quoi l'homme est capable. Et puis après, en fait, c'était quand même assez évident. En fait, quand tu commençais à étudier le sujet, tu sentais qu'il allait se passer des choses. De toute façon, plus tu augmentes ta capacité de traitement des données, d'analyse des données et surtout de tri des données, parce que c'est ça le plus important. Donc plus tu fais des calculs vite et des tris très vite, plus tu as des chances de modifier incroyablement plein de secteurs de l'économie. Donc ça me semblait assez, c'est d'abord par le big data, tu vois, on va dire, et par la robotique industrielle, parce que moi je croyais énormément, et là-dessus j'ai pas eu tort, mais sur ce qu'on appelle la smart factory, c'est-à-dire l'usine connectée ou l'usine intelligente, avec à l'intérieur des robots collaboratifs, des systèmes de vision artificielle, tu vois, plein de choses et tout. Donc pour moi c'était assez limpide, puis je me suis dit si j'essaye pas, enfin c'est toujours pareil, moi mon truc c'est si j'essaye pas, parce que là, alors on raconte des choses que j'ai réussi à faire, mais j'ai essayé d'autres choses que j'ai pas réussi à faire. Et on en parlera peut-être, mais en tout cas, moi, j'essaye. C'est-à-dire que j'ai ce truc où j'essaye et je me dis, on verra. Justement, parlons-en, parce qu'on va parler dans quelques instants de Qui veut être mon associé. Mais avant ça, quelles sont les choses que tu as essayé de mettre en place et qui ont été un échec, mais où tu as appris plein de choses? Et j'adore ces moments parce que là, on raconte ton parcours, ton histoire. On a l'impression que tout est beau, tout est rose. Alors oui, on fait face à des enjeux, des obstacles et des challenges et tu trouves à chaque fois des solutions. Mais j'imagine qu'il y a plein de choses que tu as essayé de mettre en place qui n'ont pas forcément fonctionné. Alors si tu savais combien j'ai essayé de mettre de choses en place et qui n'ont pas fonctionné, c'est incroyable. Mais je peux t'en citer une puisque tu l'as évoqué. J'ai lancé mon propre token. Ouais. J'ai créé une société qui s'appelait Trecento Blockchain Capital qui avait vocation, donc c'était en début 2018, avec l'idée de me dire, en fait c'est une nouvelle classe d'actifs qui arrive et donc créons
D'abord, au début, je voulais créer un fonds thématique. En fait, je voulais créer une 3e thématique. Santé, robotique IA, crypto, blockchain. Ça me semblait hyper logique dans la ligne, tu vois, pour moi, c'était logique. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que, alors c'était assez au tout début, parce qu'en fait, j'ai découvert les cryptos au CES à Las Vegas. Alors, le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronics Show. En début d'année, il y a un super événement à Las Vegas où c'est vraiment de l'électronique grand public. Tu as toutes les innovations. C'est vraiment génial. Ceux qui ont l'occasion d'y aller apprécient en général. Et là, en marge de cet événement, je m'étais inscrite. Moi, j'aime bien m'inscrire à des petites conférences de trucs que je ne comprends pas. Et là, en l'occurrence, je ne comprenais rien. Mais j'ai vu crypto, blockchain et tout. Et puis, j'arrive, vrai, début 2018. Donc, pour ceux qui connaissent Las Vegas, il y a un très bel hôtel qui s'appelle le Venetian. Et au sous-sol du Venetian, la plus grande salle du sous-sol, ils avaient ouvert les portes, les doubles portes. Ils avaient enlevé les chaises. Pour être à cette conférence, c'était $500, comme pas négligeable, tu vois. Et bien, tout le monde était assis par terre et c'était blindé de monde. Mais blindé de monde. Alors, je m'assois par terre et je discute avec des gens autour de moi, tu vois. Alors, tu avais des gens, donc un mec de la finance d'Afrique du Sud, un mec d'un fonds de pension au Japon, plutôt des beaux profils. Le directeur financier d'une très grosse boîte, tu vois, d'Amérique du Sud, mais vraiment dingue, quoi, tu vois, avec des super profils et tout le monde avait payé. Je me dis, tiens, j'ai peut-être bien fait de venir dans cette keynote, ils appelaient ça. Et donc, je comprends, là, je découvre les cryptos, la blockchain et tout. Moi, je ne connaissais rien du tout de tout ça avant. Et je reviens et rebelote. Je dis à mon équipe, faites-moi une étude sur le marché des cryptos et de la blockchain. Alors, ils me font une étude, je comprends ce que sont les ICO, donc les Initial Coin Offering, le fait d'émettre son propre jeton. Je comprends qu'il existe 3 types de jetons, les jetons de paiement comme le Bitcoin, les jetons qu'on appelle les security tokens, c'est les jetons de propriété. Alors, il y a plein de déclinaisons, dont les NFT. Et puis, ce qu'on appelle le utility token, qui est en fait un espèce de couponing qui permet aux marques en fait, de rémunérer des influenceurs ou de rémunérer leurs consommateurs parce qu'ils consomment leurs super produits. Bref, donc je découvre tout ça, je me dis tiens, c'est vachement bien, c'est l'avenir du marketing, c'est l'avenir de la propriété, on va pouvoir... alors nous, les financiers, on faisait déjà ça, mais ça s'appelle de la titrisation. Alors maintenant, on appelle ça de la tokenisation, mais enfin sympa, rigolo, par le peuple, pour le peuple, la totale. Enfin voilà, je me dis c'est sympa, quoi. Donc, je me dis, tiens, je vais créer un fonds sur cette thématique. Pas manquer, je vais rencontrer les autorités de tutelle françaises pour essayer d'obtenir un agrément là-dessus. Porte close. Alors là, impossible d'avoir une conversation là-dessus. Bien que, en fait, la Caisse des dépôts avait quand même lancé à cette époque une espèce de petite, de petit groupe de travail autour de la blockchain. Donc, j'étais rentrée. J'étais même allée voir à l'époque à Bercy. J'ai été invitée pour expliquer étaient les différents tokens, et pourquoi la France devait prendre un peu le lead sur le sujet. Bon, j'ai pas du tout été écoutée, autant te dire. Mais en tout cas, c'était impossible de faire ça en France. Et comme je suis un peu tête dure, tu vois, je me suis dit, bon, on va faire ça ailleurs. Et donc, j'ai voulu créer, en fait, donc c'était, on va dire, mars 2018. Le timing est important dans l'échec, tu vois, ou dans la réussite d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais en Suisse. Parce qu'en Suisse, ça commençait à être crypto-friendly. Tu as le canton de Genève. Alors, il y avait d'autres endroits, mais le canton de Genève commençait à vouloir monter un incubateur blockchain et tout. Donc, je discute avec le gouvernement, le ministre des Finances à l'époque de Genève, parce que vous savez, ils ont un gouvernement par canton. Donc, enfin, bon, c'est tout un truc. Et il me dit, bienvenue, allez-y, venez chez... Alors, moi, j'installe. Donc, j'étais motivée, j'installe des équipes et tout. Donc, quand même, ça me coûte énormément d'argent. Et je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre mon propre jeton. Aussi, dans 2 optiques. 1, créer une communauté de clients, mais surtout créer une communauté aussi de gens qui vont m'apporter des sous pour faire l'ICO. Parce qu'il commençait à y avoir une inflation, c'est-à-dire une hausse des prix pour faire une ICO. C'est pas facile de faire une ICO. Les gens ils croient que c'est pas très compliqué, mais c'est extrêmement dur. Vous devez prendre des prestataires dans le monde entier. Et à cette époque-là, il faut comprendre qu'en fait, c'était très complexe, qu'on ne savait pas qui étaient les baleines, parce qu'en fait, il nous fallait des gens qui préfinancent le lancement de notre société. Ouais. Quand tout ça mis bout à bout, j'ai fait le tour du monde, donc je suis allée en Russie, à l'époque, d'accord, en Russie, présenter mon ICO, donc mon token, je suis allée au Japon, j'ai rencontré plein de gens, et au final, ça a été un échec. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'hiver crypto qui est arrivé en septembre-octobre 2018,
Donc, grosso modo, le Bitcoin a baissé incroyablement. Et le marché des cryptos et des ICO était hyper asséché. Il est resté endormi un certain temps d'ailleurs. Donc, résultat, zéro, la tête à Toto. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en ayant dépensé beaucoup d'argent et en n'ayant pas le minimum en fait, que j'avais annoncé pour le lancement de cette ICO, c'est-à-dire pour activer la vraie création. Tu sais, c'est de la pré-collecte en fait, donc c'est un peu complexe. Mais en tout cas, pour activer la création de mon token. Donc, j'ai perdu de l'argent, pas mal. J'ai perdu du temps, beaucoup. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses, tu vois. Aujourd'hui, c'est un domaine que je connais bien, dans lequel je n'investis pas du tout à titre personnel. Je n'ai pas investi dedans, sincèrement, parce que moi, je suis plutôt investie en bourse et puis je préfère les histoires de boîtes, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un des échecs que j'ai eu. Et pourtant, c'était plutôt visionnaire, tu vois. Quand tu vois aujourd'hui, tout le monde est à fond sur les cryptos, tu as des fonds qui se lancent. Alors, les fonds régulés, il n'y en a pas encore vraiment. C'est-à-dire, pour te dire, on est quand même en 2025. Moi, j'étais allée voir l'AMF en 2018. Et il y a pour l'instant quelques initiatives, mais ce n'est pas hyper violent. Donc, j'étais en avance. Et comme quoi, ce n'est pas toujours bon d'être en avance ou d'être, on va dire, visionnaire ou d'être le premier, parce qu'on peut essuyer les plâtres, et ça a été mon cas. Complètement, ouais. Ah oui. Et d'autant plus que le marché était quand même assez spécial. 2018, on est juste après plein d'ICO avec des altcoins, des memecoins. Avant d'entrer dans 2 ans de tempête, tu le disais, l'hiver crypto, avant de reprendre vers 2020-2021 avec cette hype des NFT notamment, qui a repris un élan. Qui a relancé complètement la machine, et puis l'intérêt collectif, et puis le vrai moment des cryptos, ça a été aussi pendant le confinement. Ouais. Où là, alors là, c'était la folie. Tout le monde était gagné plein de sous et puis s'intéressait surtout aux cryptos. Mais bon, je me suis loupée là-dessus, mais enfin, je m'en suis remise, c'est pas très grave. Mais j'ai perdu quand même pas mal de sous. Mais c'est bien justement d'en parler parce que on glorifie la réussite, mais pas suffisamment l'échec, surtout en francophonie, alors que c'est souvent de l'échec qu'on apprend le plus. Et les gens sont assis sur une montagne d'échecs pour toucher le succès, alors qu'on pense qu'on est assis sur une montagne de succès pour aller l'atteindre, et c'est complètement faux. Un autre point, c'est qui veut être mon associé. Justement, en 2024, tu rentres dans le jury de qui veut être mon associé. En amont, tu disais, tu avais déjà fait quelques plateaux, BFM Business et j'en passe. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, j'ai envie de rejoindre cette émission? Est-ce qu'on vient te chercher? Est-ce que tu vas le chercher? Et pourquoi ce nouveau rôle? Alors, en fait, on est venu me chercher. Alors, très sincèrement, j'adore ce programme. Je regardais le programme américain pas mal, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shark Tank, qui est génial. En plus, la taille du marché intérieur américain fait que les boîtes, elles arrivent, elles font déjà 5 millions de chiffres d'affaires alors qu'elles viennent d'être créées dans une cuisine, tu vois, donc c'est rigolo. Et le programme français aussi, je l'aimais bien, je le regardais pas mal. Mais dans ma tête, je m'étais dit, tiens, peut-être un jour, tu vois, ça pourrait me plaire d'intégrer cette émission, et puis surtout cette équipe-là d'investisseurs que j'aime bien. Mais c'est pas moi qui ai provoqué le truc, quoi. En fait, c'est la production qui m'a contactée et je pense que je correspondais à certains critères de recherche, sinon ils ne m'auraient pas contactée. Bon, déjà, j'étais une femme, plutôt pas mal pour étoffer, on va dire, le jury. Et puis aussi, je crois qu'ils avaient envie aussi de quelqu'un qui connaisse bien l'univers de l'investissement. Tu vois, moi, j'ai des réflexes très professionnels dans l'investissement. Si tu veux, j'ai toute une organisation pour investir dans une boîte. C'est pas comme ça, quoi. Et donc, du coup, je crois que ils se sont dit que j'allais apporter ce genre de qualité. Mais en fait, c'est assez long. Hein. Tu sais, tu n'es pas recruté comme ça. Ce n'est pas un coup de téléphone pour te dire vous intégrez en septembre le jury. Hein. Vous faites partie de ceux qu'on envisage de prendre. Voilà, vous allez rencontrer telle et telle personne. Et puis, en fait, et à chaque rendez-vous, ça s'est hyper bien passé. Honnêtement, à chaque fois que je sortais, je me disais, bonne ambiance, sympa. Et l'impression aussi qu'on se comprend, tu vois, avec mes interlocuteurs, que ce soit les producteurs ou même la chaîne M6, on parle le même langage, quoi. Donc, plutôt bon rendez-vous sympathique. Et puis, j'ai appris je crois que c'était en juillet donc 2024, que j'allais faire le tournage à partir de septembre. D'accord. Voilà. Et j'étais contente. Tu étais super contente? J'étais hyper contente. Franchement, c'est un bonheur pour moi. Et comment ça se passe? Du coup, tu arrives, tu as l'annonce en juillet, septembre, tournage. Ouais. Et puis, donc, septembre 2023, et ça sort en 2024. Alors, septembre 2024 et ça sort en 2025. Ah oui, excuse-moi. Parce qu'on est déjà en 2025, je sais que effectivement, ça passe vite. Effectivement, ça passe vite. Donc, ça sort en 2025, tournage en septembre 2024. Voilà. Comment ça se passe?
Premier jour de tournage. Donc déjà, on te donne les jours de tournage. Tu sais que ça va être très long. Tu commences très tôt le matin, tu finis plutôt assez tard le soir. Tu as 6 cas par jour qui sont présentés. Et c'est des cas, en fait, on ne se rend pas compte quand on voit l'émission parce qu'il y a du montage. Même si dans l'émission, on voit 15-20 minutes par cas. Mais en fait, on passe au moins 1 heure, parfois 1 heure et demie avec chacun des entrepreneurs qui viennent présenter leur business. Donc, c'est quand même assez physique. Mais honnêtement, dès que je suis arrivée, je sais pas, bonne ambiance, quoi. Il y a vraiment ce truc où il y a un côté très familial. Je pense que c'est la production qui arrive à créer cette ambiance ou cet environnement, plus les membres du jury, qui font que, en fait, on a une espèce de loge commune, tu vois, où on est tous ensemble, et puis on part au même moment. Donc, d'ailleurs, on le voit dans l'émission, on marche, là où il y a les briques rouges. On marche et on arrive, en fait, vraiment au studio de production, quoi, là où on tourne. Et donc, en fait, quand on est dans les loges, il y a une bonne ambiance. On mange, on papote, tu vois. Alors, chacun se fait maquiller et tout. Donc, c'est créé assez rapidement, je crois. Alors, il faudrait demander aux autres, hein, mais moi qui étais un peu une des petites nouvelles, un bon fit, quoi, tu vois, un truc où, en fait, on est tous chefs d'entreprise, on est tous investisseurs. Et franchement, on vit une aventure qui nous permet aussi, en tout cas pour moi, qui a été pleine balle toute ma vie, tu vois, dans un secteur ultra financier, et qui n'est pas franchement pris trop de temps, tu vois, pour créer des connexions connexes avec d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs, ne serait-ce que de rencontrer les membres du jury, tu vois, pour moi, c'était sympa parce qu'en fait, du coup, tu rencontres des gens qui ont été successful dans d'autres domaines, qui ont des visions différentes, qui vont utiliser d'autres moyens pour réussir que les tiens. Donc, c'est hyper enrichissant. Et ça change aussi de l'univers financier, qui est sympa, mais qui a une petite tendance un peu à t'assécher, quoi. Tu vois ? Ça manque un peu de créativité, d'énergie et tout. Et donc, en fait, le fait de fréquenter aussi les autres membres du jury, pour moi, c'est ça qui était plutôt sympa. Et j'ajoute quand même les entrepreneurs. Ouais. Moi qui ai passé ma vie à investir dans des boîtes qui font plus de 10 milliards de capitalisation boursière, donc des boîtes énormes, là, en fait, c'est presque des vrais gens, quoi. Tu vois, c'est pas t'appuies sur un bouton pour passer un ordre, tu vois. Tu négocies un pacte d'actionnaires, tu essayes d'évaluer aussi à quel point l'entrepreneur il va être capable de dépasser les moments difficiles parce que le seul secret de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est de se relever après l'échec. Hein, parce que, si tu bosses, a priori, la réussite, elle vient. Mais la question, c'est tu tombes, tu remontes, tu retombes, tu remontes. Et donc, tu essayes d'évaluer ça chez les gens et ça, j'aime bien. Et surtout, de les aider. C'est-à-dire que les boîtes dans lesquelles j'ai pris des participations, j'ai vraiment essayé de prendre des participations dans des sociétés où je savais que j'avais un réseau qui allait les aider, tu vois, à croître significativement. Donc, il y en a où ça marche bien et d'autres un peu moins. Mais en tout cas, j'essaye vraiment voilà, ça me donne un coup de fraîcheur, quoi. Et justement, tu l'évoques, durant toutes ces années, tu analyses des boîtes qui ont des grosses capitalisations, qui sont énormes. Tu vois des documents, des fichiers Excel, des chiffres, des tableaux. Et là, tu dois investir sur des humains. Directement, le dirigeant, l'équipe, ça change complètement. Concrètement, si tu devais identifier les quelques changements et aussi les ajustements que tu as dû faire en tant qu'investisseur pour avoir une grille de lecture beaucoup plus claire et prendre les bonnes décisions, outre le fait d'identifier si tu vas ou pas pouvoir les aider par rapport à ton réseau, c'est quoi les éléments clés que tu as dû ajuster pour pouvoir miser sur les bons? Il y a quand même, alors, il y a juste un point commun quand même entre les deux. Enfin, il y a plusieurs points communs en réalité, parce que ça reste de l'investissement. Parce qu'il n'y a pas tant d'ajustements que ça, à part les chiffres, si tu veux, à part te dire, la boîte n'est pas rentable ou c'est un peu fragile et précaire. Mais le plus important, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, en fait, comment l'entrepreneur, c'est-à-dire comment le business se positionne dans son environnement concurrentiel. C'est-à-dire qui sont les concurrents et est-ce qu'il va être capable, en fait, de grignoter des parts de marché, tu vois. Ça m'intéresse énormément quand j'étudie une entreprise. Et après, est-ce que son marché est vraiment en croissance ou est-ce que c'est juste un marché de renouvellement, tu vois, qui ne va pas forcément être très intéressant. Donc, le business en lui-même, moi, m'intéresse, le produit, le service qui est apporté. Et après, comme tu as peu d'informations et peu de temps pour prendre une décision, clairement, c'est la personnalité de l'entrepreneur qui te donne envie ou pas d'y aller, quoi. Et tu dis, on a peu d'infos, on a peu de temps pour prendre la décision. Justement, normalement, quand tu investis, il y a des analyses, il y a du temps, il y a des semaines, des mois, il y a une due diligence, il y a plein de choses. Alors, on le sait, j'ai eu l'occasion aussi de recevoir plusieurs des juristes qui vont être mon associé sur le déclic ou d'échanger avec eux. Il y a parfois des deals qui se font, d'autres qui ne se font pas après l'émission pour des raisons où les entrepreneurs veulent se retirer ou les entrepreneurs, quand on fait la due diligence, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais pour autant, tu dois prendre une décision rapidement.
C'est ça. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et en plus, tu n'es pas seul. Ouais. Tu as d'autres investisseurs. Tu es en concurrence avec les autres. Voilà, et en fait, les bonnes affaires, on les flaire tous un peu, quoi. Ouais. Tu vois. Alors, chacun avec sa sensibilité. Tu vois, il y a des gens qui sont plutôt dans la beauté, tout ça. Donc, eux, ils vont avoir une sensibilité plus beauté, l'action tech. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas évident, d'ailleurs, comme exercice. Et j'ai mis un tout petit peu de temps, si tu veux, à vraiment, tu vois, réussir on va dire, à prendre position. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je suis contente des investissements que j'ai faits. Et puis après, tu as raison de le dire, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent des choses, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que nous, quand on arrive en plateau, on n'a aucune information sur ce que vont être, qui va être l'entrepreneur, quel va être le secteur d'activité, quelle va être la boîte. On prend notre décision d'investissement, mais après, on fait des due diligence. C'est normal, tu vois. C'est être sûr que ce qui nous a été annoncé en termes de chiffre d'affaires, c'est vrai, la marge, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des brevets ou pas? Parce que parfois, il y a des brevets qui sont annoncés, mais qui en réalité ne sont pas véritablement détenus par l'entrepreneur. Tu vois, il y a des choses qui, dans un sens et dans l'autre, parce que parfois, il ne faut pas croire, en fait, les entrepreneurs eux-mêmes peuvent décider de ne pas faire entrer les investisseurs. Mais en tout cas, je trouve, en tout cas, mon expérience d'une saison, c'est que tout le monde fait ses meilleurs efforts avec de la bonne foi. Voilà. Et justement, lorsque tu t'adresses à l'entrepreneur et qu'il y a les caméras, ne t'adresses pas juste à l'entrepreneur, mais à des millions de Français. C'est une audience qui a un énorme succès, qui est une des émissions sur M6 qui a le plus d'audience. Ouais. Je trouve ça en plus génial parce que moi, c'est des choses que je défends avec entrepreneurs.com ou le déclic. Éduquer aussi, transmettre de l'information, de la bonne information à ceux qui veulent entreprendre et avancer. Tu es dans un monde, la finance, où il y a des mots très techniques. Tu vois, même ne serait-ce qu'avant, tu parlais d'ICO, certains peut-être ne savent pas, d'IPO, ou de certains leviers financiers qu'on peut utiliser, et j'en passe. Est-ce que rapidement, tu arrives à adapter ton vocabulaire, ton langage, tes questions, pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux et les éléments que tu veux exprimer? J'ai le sentiment que oui. Alors, il faut demander à ceux qui m'ont écouté, mais en tout cas, j'essaie de limiter les anglicismes et puis surtout, donc de ne pas faire des petits mots en anglais et tout ça, mais surtout, j'ai quand même une marque de fabrique qui date de l'époque où j'avais des chroniques sur BFM, c'est que moi, j'adore vulgariser. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, nous, les financiers, on rend tout plus compliqué parce qu'en fait, on utilise un champ lexical assez obscur, tu vois, et qui permet de montrer qu'on est des super sachants et que vraiment, ça va être très difficile d'entrer dans cet univers, ou alors il faut nous faire confiance à nous, nous faire travailler, quoi. Mais en réalité, par exemple, la bourse et les sociétés cotées en bourse, c'est ni plus ni moins que des entreprises, quoi. Donc en fait, finalement, c'est des histoires d'hommes et de femmes qui ont eu des projets un jour et qui les ont fait grandir à travers le temps avec plus ou moins de succès. Plutôt avec du succès si tu es introduit en bourse. Mais... Donc je suis connue pour être quelqu'un qui aime beaucoup utiliser un champ lexical simple, parler de choses que les gens comprennent. Et donc, de ce point de vue-là, tu vois, c'était pas très compliqué pour moi. Ça n'a pas été une difficulté ni un exercice. Et pour ne rien te cacher, j'ai pas du tout appréhendé, en fait, la caméra. Tu vois, j'ai pas eu peur de la caméra. Tu sais, des gens qui sont un peu tétanisés et tout ça. Ça m'est même pas venu à l'idée. En fait, c'était tellement normal, en fait, les discussions, les échanges et tout. C'était tellement normal que ça s'est bien passé, mais aussi parce que ça fait 20 ans qu'en fait, je fais de la télé, alors pas grand public, mais on va dire que j'interviens sur des chaînes financières, quoi, pour parler de la bourse. Et justement, tu parles de vulgariser. À ton stade, tu aurais pu juste te contenter d'être là, d'investir et puis de faire ce que tu as envie de faire. Mais tu mets un point d'honneur aussi à vouloir éduquer, transmettre, partager, mentorer. Pourquoi ça te tient autant à cœur de transmettre et de partager ça, de motiver, si j'ose dire, les entrepreneurs de demain? En fait, j'ai découvert ça avec le plaisir de rencontrer ces entrepreneurs avec qui veut être mon associé. En fait, j'ai eu des demandes, si tu veux, de gens qui m'ont dit « mais j'aimerais bien que tu nous aides dans la strat, j'aimerais bien un peu sparring partner, que tu sois sparring partner avec moi ». Alors, du coup, je me suis organisée un petit peu. Alors, je ne peux pas du tout faire ça pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose un peu... pas beaucoup de temps pour ça. Mais par contre, je fais des conférences, tu vois. Et alors là, c'est un énorme plaisir pour moi. Si tu veux, je me retrouve dans une grande salle avec des entrepreneurs qui n'ont qu'une envie. En fait, c'est aussi qu'on les comprenne, qu'on les aide, qu'on leur montre en fait que c'est possible. La force de l'exemple compte énormément. Et puis, le rapport à l'audace, le rapport à « j'essaye et si j'y arrive pas, c'est pas grave ». Tu vois, aussi le droit. Moi, je trouve qu'on manque un tout petit peu de ce droit à l'imperfection, tu vois. Oui, je m'arrache comme un dingue toute la journée, mais de temps en temps, en fait, je peux aussi
ne pas aller bien, être dans une situation où j'y crois plus trop, je sais pas comment faire, tu vois. Et j'aime beaucoup ce côté où on essaye, enfin moi en tout cas j'essaye du mieux possible de leur insuffler le fait qu'en fait c'est pas un sprint, quoi. C'est pas un sprint, tu vois. Si tu crois que c'est un sprint, bah, bon courage, tu vas t'essouffler. C'est un marathon et c'est un sacré marathon, donc il faut doser tout, il faut doser ta force, il faut tout doser. Et ça j'aime bien. J'aime bien parce qu'en plus ça vient contrebalancer aussi une espèce d'ambiance, enfin une ambiance un peu morose là dans laquelle on est, tu vois, un peu déprimante, tristoune. Je trouve en France, en tout cas quand tu écoutes les médias, et je trouve que quand tu vas voir tous ces entrepreneurs, tu vois, ils sont chauds, ils sont déterminés, ils ont envie de réussir et ils ont envie d'apprendre aussi. C'est-à-dire que, et c'est un point important d'ailleurs, je crois que tu l'évoques de temps en temps, mais c'est la solitude de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois, en fait, tu es tout seul, quoi. Et donc l'avantage de ce type d'événements, tu vois, les conférences et tout ça, c'est qu'en fait, finalement, on devient plus nombreux, plus forts ensemble. Et donc ça, j'aime beaucoup ça. Moi qui ai beaucoup vécu la solitude de l'entrepreneuriat, hein, j'ai été seule toute ma vie. Hein. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour essayer de t'en sentir moins seule ou peut-être d'être accompagnée ou autre? Parce que aujourd'hui, il existe plein de choses. Il y a des séminaires, il y a des événements, il y a ce qu'on fait avec Entrepreneurs, il y a plein de choses. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Alors moi, c'est venu très tardivement. En fait, j'ai toujours été très seule. Sincèrement, je ne vais pas mentir. Hein. Tu sais, tu bosses, voilà, tu bosses quoi. Mais en fait, j'ai rejoint un club d'entrepreneurs qui est top, qui s'appelle le YPO, qui s'appelle Young President Organization. Alors, les critères sont un peu élevés quand même pour pouvoir y entrer, donc c'est pas simple. Mais c'est un club international qui représente, en fait, on dit la 3e puissance mondiale, parce qu'en fait, si tu agrèges le chiffre d'affaires de tous les membres du YPO dans le monde, ça fait le 3e PIB mondial, quoi. Et donc, en fait, c'est génial parce que du coup, tu as des vraies conversations avec des gens qui ont plus ou moins ton âge, qui dirigent des sociétés un peu similaires aux tiennes. Et tout est en mode hyper confidentiel. Et donc, on a des vraies sessions mensuelles, en fait, où on éteint les téléphones portables, on est en petits groupes, tu vois, toujours le même petit groupe, et on échange. Et c'est un peu à cœur ouvert, c'est très normé parce que c'est à l'américaine, donc autant te dire que tout est très organisé. Mais ça m'a fait du bien, tu vois. De rencontrer d'autres gens dans d'autres domaines, mais qui rencontrent aussi des difficultés, parce que moi, j'en rencontre plein, hein, des difficultés. Mais voilà, on échange, et maintenant, c'est devenu un rendez-vous un peu incontournable. Et ça me permet aussi d'avoir un peu de lien social, tu vois, d'une certaine manière. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de lien social, mais quand même, avec des gens de ce niveau-là, ce n'est pas toujours évident quand tu ne viens pas de cet univers. Complètement. Toi, si tu as grandi, si tes parents avaient déjà une très grosse boîte, et donc du coup, tu as fréquenté les fils de la très grosse, des copains qui avaient eux-mêmes des très grosses boîtes, tu vois, on se comprend. Mais en fait, quand tu as fait une forme d'ascension sociale, et bah, du coup, tu es un peu tout seul, quoi. En tout cas, dans les discussions dont tu as besoin. Tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce que tu dis. Et tu ne peux pas parler des mêmes problématiques business avec quelqu'un qui n'a pas de business qu'avec quelqu'un qui en a un, quoi, tu vois. Complètement. Tu disais il y a un instant qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il faut comprendre que c'est un sprint. Enfin, que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Excuse-moi. Ouais. C'est aussi lié justement aux réseaux sociaux, où on a l'impression que tout est facile, tout est rapide, tout est simple, et on a envie d'y croire. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et qui, du coup, ont cette conviction que c'est facile, rapide et simple? Parce que, tu sais, tout à l'heure, j'insistais sur... tu t'es lancé dans un marché ultra régulé, normé, complexe, sans fonds, sans clients, sans rien, puis tu es allé chercher des solutions, puis tu es allé faire le nécessaire pour l'agrément, etc. C'était aussi dans une époque où on se donnait réellement les moyens de nos ambitions, même si c'est compliqué, même si c'est exceptionnel, alors qu'aujourd'hui, tu le vois, tu as envie de quelque chose, tu prends ton téléphone, tu as tout en un clic, tu as une question, tu vas même plus sur Google, ChatGPT donne la réponse et peut-être même t'aide à le faire. Tout change très vite, trop vite parfois, et les gens ne se rendent pas compte à quel point le goût de l'effort, c'est ce qui te fait vraiment avancer. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui est dans cette mouvance et doit prendre conscience qu'en fait la réalité, c'est pas ça? Je dirais que la réalité, c'est pas ça. En fait, vraiment, c'est-à-dire le côté hyper, ce qu'on appelle fast track, c'est-à-dire qu'en fait, en très peu de temps, tu peux passer des étapes et tout de suite être hyper bankable, adoré de tout le monde ou fortuné ou ce genre de choses. En fait, ça n'arrive que pour quelques éventuellement influenceurs qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Et encore, bon, il faut voir aussi l'arrière du décor et voir ce qui s'est passé. Mais dans les business traditionnels, comme le mien en tout cas, chaque pierre compte et chaque motivation, chaque matin, en fait, ça compte de se lever, de tabasser, de ne pas lâcher et de se relever quand on a des problèmes.
et de pivoter, et de repivoter. Et tout ça, en fait, ça nécessite vraiment une endurance incroyable, quoi. Et donc, il n'y a que comme ça. En tout cas, moi, je ne connais pas d'autres modèles, mais après, peut-être qu'il en existe, mais je ne connais pas de modèle de réussite. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, alors, sauf les héritiers, où c'est évidemment différent, et ça n'empêche pas qu'il y a des héritiers qui tabassent aussi, hein. Mais quand tu pars de rien, il n'y a pas de secret, quoi. Faut comprendre. Moi, je me souviens dans les cours d'économie, je ne sais pas si tu en as fait, mais on disait, en France, en fait, on a un problème d'immobilisme social. C'est-à-dire que, grosso modo, tu nais fils d'ouvrier, tu restes fils d'ouvrier, tu nais fils de cadre, tu restes fils de cadre. Le seul, et donc à l'époque, je te parle de ça dans les années 90, en fait, on disait le seul ascenseur social qui existe, c'est l'école. Donc c'est intéressant. Sauf qu'en fait, l'école a toujours eu du mal à avoir cette fonction d'ascenseur social. Finalement, les grandes écoles de commerce, c'est les fils de ceux qui ont fait des grandes écoles de commerce, idem pour les écoles d'ingénieurs et tout. Donc comment faire ? Je crois que la seule solution, si on veut changer, enfin, vous voyez, changer de milieu social, quoi, tu vois, je crois que c'est le travail. Le travail, alors évidemment, il faut être malin, intelligent, ça n'empêche pas qu'il faut évidemment de la créativité, la force de conviction, le côté commercial, ne rien lâcher et tout, tabasser. Mais c'est le travail. J'aime bien cette expression, tabasser. Ouais. Tabasser, c'est charbonner, c'est avancer, c'est continuer. Et croire en sa destinée. Ok. Ça, je crois que c'est très important. Donc, pas croire en soi, mais croire en sa destinée. C'est quoi la nuance ? C'est quoi la différence ? Ah, c'est une très bonne question. Croire en soi, c'est croire qu'on est capable de faire des choses. Croire en sa destinée, c'est croire qu'on a un destin. C'est-à-dire qu'en fait, Que tout est écrit. Pas que tout est écrit, mais que on sent qu'on va aller quelque part de bien, quoi, de sympa. Même si on n'arrive pas même si c'est pas encore tangible, même si on n'arrive pas à le savoir. C'est ça. Et tu as ressenti ça, toi ? Ouais, moi j'ai ressenti ça. J'ai vraiment l'impression, et pourtant je ne suis pas du tout quelqu'un, enfin je ne suis pas dans les religions, enfin du tout particulièrement, mais en fait il y a vraiment ce truc où en fait il faut sentir sa puissance, quoi. En travaillant, et plus vous travaillez, plus vous la sentez. Parce que vous développez des mécanismes, vous allez plus vite, plus fort. Et ça c'est génial, parce que quand on le sent en soi, c'est un plaisir, quoi. Ouais, j'adore, je creuse un petit peu sur ce sujet parce que tu es quelqu'un d'assez pragmatique. Tu as vécu dans les chiffres, tu as évolué dans les chiffres, c'est très concret, c'est très normé. Tu ne peux pas dire et faire n'importe quoi. Et pour autant, il y a cette sensibilité où tu te dis faut croire en soi, faut s'écouter. Et c'est très subjectif. Parce que d'un coup, tu pourrais être bien réveillé et te dire aujourd'hui, je vais tabasser, je vais tout arracher, c'est ma journée. Et puis le lendemain, tu es un peu moins bien et tu te dis non, mais j'en peux plus, j'y arrive pas. Comment on fait pour réguler cette zone, cette énergie, pour continuer à croire en soi et en ce destin lorsque tout va mal ? Parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Tu l'as vécu 100 fois. Ah oui. Et tous ceux qui nous écoutent, c'est pareil. D'autant plus que c'est de plus en plus compliqué parce que même si il y a une accessibilité à l'information, les barrières à l'entrée diminuent, il y a aussi de plus en plus de gens qui se lancent, les marchés sont de plus en plus sophistiqués, le marketing devient de plus en plus complexe, les coûts d'acquisition deviennent de plus en plus chers. Il y a une forme de saturation aussi de certains marchés, hein, Exactement. Donc il faut être vigilant Complètement. sur quoi on se lance. Et donc ta question, c'est comment on fait dans les moments difficiles ? C'est ça. J'aimerais bien avoir une réponse toute faite, extraordinaire, mais je n'ai pas de réponse extraordinaire, mais juste continuer, quoi. De toute façon, il y a des moments où ça va mal, mais le fait de juste se lever, et c'est ce que je disais sur mes petits cailloux, quoi, sur la montagne, finalement, vous continuez à monter des cailloux et vous allez voir, un jour, vous serez en haut. Mais il ne faut pas... Et puis, c'est pas sa faute. Enfin, il faut aussi déculpabiliser. C'est-à-dire que quand ça va mal ou quand on n'a pas réussi à avoir tel client, tel partenariat ou qu'il y a un problème sur notre business et tout, c'est comme ça, en fait. Un chef d'entreprise, c'est un peu un pompier. Il passe son temps à éteindre des feux et à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Donc, en fait, presque c'est normal, en fait, d'avoir des moments difficiles. Mais le tout, c'est de ne pas lâcher dans ces moments-là. Sauf, parce que lâcher, ça peut arriver, hein, sauf si vraiment, en fait, tous les voyants sont au rouge. C'est-à-dire que si on sent vraiment qu'on ne va pas y arriver, il faut savoir aussi parfois débrancher, quoi, quand vraiment, et passer sur un autre business, une autre idée, pivoter et tout. Il ne faut pas non plus, ce que je veux dire, il ne faut pas être entêté. Si vraiment ça ne marche pas, il faut trouver une autre idée ou un autre business. Mais en tout cas, quand on a le sentiment que ça peut fonctionner et qu'il y a quand même quelques signaux verts, il ne faut pas lâcher. Complètement. Quand on passe à la télé, il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement, le nouveau job, c'est la télé. Et qui oublient que finalement, en tout cas dans cette émission, les gens qu'on voit, c'est des entrepreneurs. Tout à fait. Du coup, toi, tu continues de développer, d'opérer tout ce que tu as créé.
tu le fais en parallèle de l'émission, en parallèle de ces investissements. Mais dans quelle mesure ton passage sur l'émission a changé ton quotidien de CEO, ton quotidien d'entrepreneuse, ton quotidien d'investisseuse? Alors, d'investisseuse, moi qui ai passé ma vie à faire du côté, comme je te disais, j'ai énormément de demandes de gens qui ont des sociétés non cotées et qui aimeraient que j'entre au capital de leur société. Donc, j'essaye de m'organiser, mais ce n'est pas mon métier numéro 1. Tu vois, mon métier numéro 1, c'est de détecter des pépites aux US, en Asie, tu vois, pour faire de la performance pour mes clients. Donc, j'ai essayé de monter une petite équipe et petit à petit, on va essayer d'y répondre. Mais ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, j'ai des milliers de messages, de mails. Et tout. C'est impressionnant. Donc, tu professionnalises vraiment aussi cette approche? Alors, j'essaye, mais à ce stade, ça ne va pas être mon cœur business. Tu vois, mon cœur business, ça reste quand même mon business historique. Mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire pour faire matcher l'épargne des Français, en tout cas une partie de l'épargne des Français, parce que la France est un pays avec un très gros taux d'épargne, qui n'est pas toujours très bien alloué, malheureusement, parce que ceux qui s'occupent en fait de faire l'allocation, c'est-à-dire principalement les banques et les assureurs, ont tendance à aller vers moins de risques, parce qu'il y a un sujet d'éducation financière. Tout ça pour te dire que ce serait bien de faire matcher une partie de l'épargne des Français avec le financement de l'économie réelle, c'est-à-dire avec le financement des sociétés, des startups, mais des sociétés, même dans des domaines pas tech, plein de domaines différents. Donc ça, je trouve ça assez sympa comme idée, quoi. C'est un truc sur lequel je réfléchis pas mal. Et donc, ta question, c'était… Dans quelle mesure ça a changé ton quotidien? Ah, ça a changé mon quotidien. Donc, beaucoup de demandes de financement pour financer des boîtes. Et puis, finalement, pas tant que ça, pas grand-chose. Les gens, évidemment, il y a des gens qui te reconnaissent, qui te parlent. Mais non, mais moi, en fait, ça me procure une joie intérieure. Je ne sais pas comment t'expliquer. Le changement, il est à l'intérieur de moi, tu vois. Il n'est pas tellement à l'extérieur. OK. Il est à l'extérieur, bien sûr. Les gens me reconnaissent de temps en temps et tout. Mais c'est un changement intérieur, tu vois. C'est encore une nouvelle étape, tu vois, dans mon histoire ou dans ma vie qui fait que je suis contente. Content de contribuer, d'impacter, de véhiculer un bon message. Je trouve ça super sympa. Ouais. Et je suis ravie, en fait, d'avoir ce rôle, tu vois, de sortir un petit peu de mon salon feutré parisien, tu vois, de financière et d'aller voir les gens, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, ça me nourrit, en fait. J'adore ça. Et justement, pour parler des gens et d'un sujet que tu viens d'évoquer, c'est l'épargne des Français. C'est un sujet fascinant, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'en France, c'est le pays au monde ou un des pays au monde qui épargne le plus. Tout à fait. Mais pour autant, tu le disais, pas forcément sur les bons produits ou de la bonne façon. Parce que l'éducation financière, c'est pas forcément quelque chose qu'on t'enseigne à l'école ou qui est bien communiqué. C'est pas du tout enseigné à l'école. Et c'est même parfois tabou. En plus, les gens ne parlent pas forcément d'argent, pas forcément d'investissement, ils n'osent pas en parler entre eux. Donc c'est un vrai sujet. C'est quoi ta vision là-dessus? Et dans quelle mesure tu veux t'intégrer en tant qu'acteur, actrice de ce changement? Alors moi, j'aimerais vraiment que les choses changent. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, ce serait un bénéfice collectif si une partie au moins de l'épargne des Français était allouée déjà à la production nationale, c'est-à-dire qu'en fait, au fait de financer des entreprises françaises, de l'innovation française, mais aussi ça permettrait aussi aux épargnants de gagner plus d'argent. Et du coup, ça relancerait, si tu veux, l'économie par la consommation, parce que s'ils gagnent plus d'argent, ils vont dépenser plus d'argent. Et donc, ça relance une machine. En fait, c'est presque politique comme sujet. C'est pour ça que c'est super passionnant. Et tu le disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a une sous-éducation économique et financière extrêmement forte en France. L'éducation nationale ne fait pas du tout de formation en la matière. D'ailleurs, tu vois bien qu'il faut vraiment aller en éco pour commencer à faire vraiment de l'éco. Sinon, tu fais de la sociologie. Tu vois, autant te dire que ça n'a aucun rapport avec l'économie. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'espère être une des actrices du changement. Si je peux contribuer, en tout cas, à mon niveau, à un changement en France, j'en serais très heureuse. Parce que je pense que c'est pour le bien commun. Et d'ailleurs, on vit dans un monde un peu de frustration. C'est pour ça que je crois que les choses vont changer. De ce point de vue-là, je suis assez optimiste. On est assez nombreux, on est un certain nombre à vouloir essayer de travailler l'éducation financière, aider les Français à mieux comprendre et surtout à agir en matière d'investissement. Et je crois que les choses vont changer. Et je suis optimiste parce que, ou à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens en ont aussi peut-être un peu marre aussi de voir les riches devenir de plus en plus riches. Tu vois, il y a vraiment ce côté où ils se disent « mais moi aussi, j'ai un peu de sous de côté, pourquoi je n'arrive pas à le faire fructifier ?» Et donc, en fait, ils commencent à se tourner vers leur banque qui dit « ah bah j'ai tel produit, ok, bon, pas simple. » Donc, ils vont commencer à s'auto-éduquer d'une certaine manière. Et les réseaux sociaux ou YouTube et tout ça, ou les masterclass, ça leur permet de s'auto-éduquer.
Donc, il y a les outils. En fait, il y a de plus en plus d'outils qui se créent grâce à des gens comme nous et comme d'autres qu'on connaît, pas tous, mais en tout cas en partie. Et puis, il y a la volonté vraiment des Français, je crois, de changer et surtout la compréhension que ils ont une sous-éducation de ce point de vue-là. Hop, ils vont prendre les choses en main. Donc, je suis optimiste. Et un autre point qui est peut-être plus profond, c'est que les gens investissent. Dans tous les cas, en tout cas, les institutions les font investir, pour autant sur les mauvais produits. C'est le rapport au risque. OK. Je pense que c'est la gestion du risque. Alors, il faut comprendre que la finance est quand même très drivée, en tout cas les banques et tout ce qui est mass market est très drivé par la gestion du risque. Donc, comme les banques sont soumises à des règles prudentielles, les assureurs aussi, et bien du coup, en fait, ils mettent les gens sur le niveau le plus bas du risque. Exemple, le livret A, ou dans des contrats d'assurance vie, le font en euros. Sauf que c'est bien joli, mais les gens, au bout de 10 ans, ils disent « je ne comprends pas, en fait, j'ai investi, mais j'ai rien gagné. » Ou 3 fois rien, tu vois, t'enlèves les frais et quand tu prends l'inflation, il n'y a plus rien du tout. Ouais. Donc du coup, à nous, en fait, d'amener les gens vers de la prise de risque, mais elle ne viendra qu'avec de la compréhension et avec du sens. Ouais. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la gestion thématique. Et c'est pour ça que j'ai développé des fonds thématiques notamment. Parce que, en fait, au moins, ça permet aux gens de comprendre. Si tu leur dis, oui, investissez sur un fonds MSCI World. MSCI World, c'est l'indice boursier des plus grandes capitalisations des plus grandes sociétés du monde. Bon, les gens, OK, ça veut dire un truc, mais ce n'est pas très clair. Tu leur dis, investissez dans la robotique et l'IA. Tu leur dis, investissez dans la santé, investissez dans le luxe. C'est tangible, on se projette. C'est clair. Et ils se disent, OK, je sais que c'est un secteur dans l'économie dans lequel je crois. Et donc, ils deviennent acteurs de leur investissement. Et de mon point de vue, c'est ça qui peut aussi débloquer. Donc, la connaissance et le sens. C'est par là qu'on arrivera à amener les Français à investir, à augmenter leur niveau de risque dans l'investissement et donc leur rentabilité, a priori, dans la durée. Très clair. Et justement, tu vois, lorsqu'on parle investissement avec différents entrepreneurs, tu as souvent cette notion où les gens vont oser investir, mais que sur des rendements élevés. Bon, en fait, ils vont plus avoir tendance à vouloir investir sur des rendements élevés, mais risqués, plutôt que de rester sur des rendements peu élevés et peu risqués. Je te donne un exemple. Monsieur, madame, tout le monde, il est fasciné par la crypto-monnaie. Tu parlais de crypto-monnaie. On sait que c'est un investissement extrêmement risqué, extrêmement liquide, mais qui pour autant, vu qu'on entend des histoires à gauche et à droite de j'ai mis 1 000 euros et j'ai fait 200 000 euros, les gens ont envie d'y aller. Et lorsqu'on parle d'investissement beaucoup plus concret, tangible, etc., ils ne vont pas y oser aller. Ce principe d'aversion au risque, c'est aussi lié à clairement l'éducation financière. Oui. Concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, ça fait du sens, je vois qu'il y a une vraie problématique, je me reconnais dans ce discours », quelles seraient les premières étapes que tu lui recommanderais pour monter en éveil à l'égard de l'investissement? Comment mieux gérer son portefeuille, qu'on ait 5 000, 10 000 ou 30 000 ou 50 000 euros, peu importe, d'épargne à investir? Parce que souvent, on va avoir tendance à mal le gérer, prendre les mauvaises décisions et malheureusement perdre beaucoup d'argent plutôt qu'en gagner. Alors, je pense qu'il y a plusieurs clés. La première, c'est la diversification. Surtout, jamais tous ses œufs dans le même panier. Sinon, hyper important. Ça peut être le drame. Donc déjà, diversification. Mais qui dit diversification dit, en fait, pourquoi pas, en tant qu'investisseur particulier, se dire, en fait, imaginons, j'ai tant d'épargne, je vais diviser par 4. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Le 1, ça va être mon niveau le moins risqué. Donc, je vais aller sur ce sur quoi la banque a envie de me proposer. Donc, ça peut être du livret A, mais dans un contrat d'assurance vie, du fonds en euros. Le niveau numéro 2, c'est un niveau de risque un peu supérieur. Je vais essayer d'avoir un espoir de rendement, on va dire entre 4,5%. 4,5% déjà, ce serait pas mal. 4,5% net, ce serait pas mal. Ça, c'est mon niveau 2. Donc, je vais aller chercher des fonds d'investissement qui vont m'apporter une rentabilité. Alors, il existe des fonds alternatifs, il existe des produits structurés à capital garanti. Donc là, c'est un peu technique, mais il y a des solutions pour aller chercher ce rendement-là. Ensuite, mon niveau numéro 3, je vais chercher entre 6 et 9% de performance, par exemple. Donc ça, c'est ma brique ou c'est ma section numéro 3. Donc je vais aller chercher, pour le coup, plutôt des fonds actions. Les fonds actions, en moyenne, c'est entre 7 et 8% par an, historiquement, depuis que la bourse existe. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien, mais en moyenne, ça va être ça. Ça va être ma brique numéro 3. Et puis ma brique numéro 4, là, je vais aller chercher vraiment du risque. Pourquoi pas des cryptos? Pourquoi pas des sous-segments de la bourse qui sont hyper volatiles comme l'IA? Voilà, ça peut être un angle. Donc, la diversification et la planification. À mon avis, c'est ça la clé. Très clair. Un autre sujet aussi, je reviens sur ton parcours, c'est que durant ce parcours,
Tu as dû affronter des avocats, tu as dû affronter des régulateurs, des banquiers, les vieux de la vieille de la finance, si j'ose dire. Et face à eux, tu as toujours fait face. Et étape par étape, tu as pu réussir à prendre ta place. Et tu continues à le faire finalement aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est dans un secteur où il veut bouger les lignes, il dérange parce qu'il ose, mais il ne sait pas par où commencer, il est en plein dans ces phases que toi, tu as déjà réussi à surpasser? Je pense que c'est un espèce de balancier entre, c'est un peu proof of concept, c'est-à-dire un peu réussir à prouver petit à petit que ce que tu fais est bien, que c'est propre, que c'est nickel, que ça fonctionne, quoi. Donc, de prouver ça à tes confrères, à tes pairs, à ceux qui te jugent et qui considèrent que tu n'es pas à la hauteur et que tu n'y arriveras jamais, tu vois. Et en même temps, de temps en temps aussi, comment dire, l'indifférence, quoi. En fait, c'est un espèce, parce que c'est le rapport à tes pairs et donc au secteur d'activité que tu attaques, ou aux gens en fait qui te disent c'est pas possible, tu peux pas y arriver, ou alors que tu as le sentiment de pas pouvoir intégrer ce fameux clan ou ce fameux groupe de personnes qui ont réussi dans un domaine. Et je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il faut les ignorer de temps en temps, et d'un autre côté, il faut leur prouver que ce que tu fais, ça déchire, quoi. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, tu noyotes et tu fais une petite fissure dans le mur, et hop, tu rentres petit à petit jusqu'à faire partie du clan, quoi. Complètement. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Trecento? On est 14. 14. Et cette équipe de 14 personnes que tu as constituée, comment tu les as recrutées, comment tu les as trouvées, comment tu as constitué cette équipe? Parce que le recrutement pour les entrepreneurs, c'est un vrai sujet. D'autant plus dans un marché complexe, régulé, normé, d'investissement, c'est un tout autre sujet. Plus le niveau de qualification et d'exigence est élevé, plus le niveau des recrutements est complexe. Comment tu t'y es pris? Écoute, au tout début, j'ai pris ceux qui voulaient bien venir avec moi. Ouais, c'est souvent ça. Je ne vais pas te mentir, hein, c'est-à-dire personne ne voulait venir avec moi. J'avais pas de track record, j'avais 0 sous-gestion, j'étais inconnue au bataillon, j'avais pas de réseau, et j'avais pas non plus plein d'argent, donc j'ai pris ceux qui acceptaient de venir avec moi. Puis petit à petit, j'ai fait évoluer mon équipe, tu vois, et je me suis rendu compte de quelque chose que j'utilisais pas du tout avant, mais qui a vraiment changé ma vie. Et je sais que ça paraît étonnant parce que, alors ça dépend des fonctions. Pour certaines fonctions, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché. Exemple, pour le poste d'assistante, ça n'a pas marché, mais pour le poste de gérant de fonds, analyste financier et dans la conformité, ça a hyper bien marché. C'est les chasseurs de tête. Okay. Mais par contre, du coup, là, c'est des chasseurs de tête ultra spécialisés, donc vraiment dans un domaine très précis, et qui te coûtent extrêmement cher. Quand le mec t'annonce le prix, tu dis « Ah, quand même, voilà, c'est pas une demi-blague, quoi. » Ouais. Tu vois, ils te prennent 30 à 40% du revenu annuel du mec qui te recrute. Ah ouais. Donc, je te laisse imaginer dans la finance quels sont les salaires des gens. C'est spécifique à la finance, parce qu'en général, c'est plutôt entre 10 et 20, qui est déjà énorme. C'est ça. Mais 30 à 40, c'est... 30 à 40, ça tape. Hein. Mais en même temps, le coût de recruter un mauvais... Bien sûr. Ou pas un mauvais, ou en tout cas quelqu'un qui ne colle pas avec avec ta culture d'entreprise, avec ton mode de fonctionnement. Ou le coût d'inaction. Ou le coût d'inaction, ça peut être aussi violent. Mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Quand tu fais le chèque, si tu veux, tu dis « Ah oui, d'accord, je vais peut-être faire chasseur de tête. » Tu vois. Mais en tout cas, c'est un métier d'avenir, je crois, chasseur de tête de niche. Ouais. On s'ultra spécialise, on est hyper bon. Et là, on peut facturer cher. Avis aux amateurs. D'autant plus que maintenant, avec l'IA, etc., il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Et je pense effectivement que c'est la segmentation et la spécialisation qui va permettre aux gens de se différencier. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Donc, tu as recruté ces 14 personnes qui sont recrutées. Ça a changé dans le temps, hein, parce que je te laisse imaginer. C'est normal au fil des ans. Et au fur et à mesure des choses, comment tu es passé de seul avec un projet, une envie, etc., à devenir manager, devenir leader, porter une vision, une mission, créer une culture? Parce que là aussi, on en parle trop peu, mais c'est assez complexe pour beaucoup d'entrepreneurs qui, au départ, sont seuls. Déjà, ils ont de la peine à porter cette vision. Ils sont bons dans leur domaine, comme tu l'as été. Tu maîtrises la finance, les investissements, mais finalement, être entrepreneur, c'est une nouvelle casquette, c'est un nouveau métier à apprendre. Nous, on le dit souvent chez ceux qu'on accompagne. Beaucoup nous disent « Je suis devenu entrepreneur 2 fois. La première, quand j'ai créé ma boîte. La deuxième, quand je vous ai rejoint et que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je faisais faux. » Toi, comment tu as géré cette phase-là pour progressivement mettre en place les bons outils, les bons leviers et fédérer autour de ta mission? D'ailleurs, d'abord, soyons honnêtes, ça n'a pas été simple. Tu vois, parce que moi, j'ai passé quasiment toute mon enfance en internat. Donc, en fait, la solitude, on va dire, moi,
j'ai jamais été un chef de meute ou on va dire le côté la nana qui a plein de copines et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis pas. Enfin, c'était nouveau pour moi, tu vois, de devoir mener une équipe, quoi. Enfin, tenir une équipe, insuffler une culture et tout. Donc, je partais plutôt avec des points de retard, je crois. J'ai essayé par, comment dire, par la force de l'exemple, c'est-à-dire par le travail, tu vois. C'est arriver très tôt, finir très tard, montrer que tu es efficace, déterminé. Ils te voient, en fait, le fait qu'ils te voient énormément bosser, du coup, ça les force un petit peu aussi à pas mal bosser. Les points réguliers. Tu vois, je crois beaucoup aux points réguliers. Donc, nous, avec l'équipe de gestion, un morning meeting tous les matins, tu vois, comme ça, c'est réglé. Pas 8h30, 9h, même parfois un peu plus tôt. Et ça nous permet vraiment d'avoir un vrai moment d'échange. Avant que la journée, ce soit la folie, tu vois, on a vraiment ce point d'ancrage ensemble. Et puis, essayer de faire des événements un peu plus sociaux, quoi, tu vois, je sais pas, des verres, des petits événements sympas pour créer de l'ambiance, du plaisir. Mais ça n'a pas toujours été facile pour moi. Tu vois, moi, j'ai pas de problème à avoir du lien avec les gens, mais c'est pas toujours facile parce qu'en fait, un être humain, il est fait de plein de choses. Hein, donc, t'as beau essayer, et surtout les financiers, c'est particulier. On dit que c'est des divas, quoi. Je veux dire, à gérer, à manager un mec qui est un financier qui investit sur les marchés financiers, je peux te dire que c'est pas une demi-blague, quoi. Ah oui? Dis-moi en plus. Oui. Pourquoi c'est des divas? Ils appuient sur un bouton et ils investissent des millions et des millions, quoi, tous les jours, tu vois. Donc, dans leur tête, c'est pas la même chose que plein d'autres jobs, quoi. Tu vois, il y a une forme de pouvoir et donc il y a pas mal de testostérone aussi qui se développe. D'ailleurs, on le dit sur les marchés financiers, les taux de testostérone, en tout cas ceux qui sont traders, ont des taux de testostérone qui sont souvent supérieurs au reste de la population. Donc, il y a un côté mâle, alpha, viril, tu vois ce que je veux dire, qui est quand même assez important. Donc, il faut être capable de les manager. C'est pas toujours évident. Et puis surtout, ils veulent parfois, alors pas toujours, mais c'est normal, ils sont là pour l'argent, tu vois. Donc, ils veulent encore plus d'argent. Mais les métriques de la boîte, c'est toi qui les as. Toi, le tempo, c'est toi qui le donne. Normalement, c'est pas lui. Et lui, il a l'habitude que ce soit lui qui donne le tempo. Donc, tout ça, c'est une discussion, c'est un échange et tout. Bon, ça va, hein, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est une population à gérer qui est pas simple. Ouais. Tu dis qu'il y a majoritairement des hommes, que c'est un monde de testostérone. Ah oui, c'est que des hommes. En tant que femme, comment tu as réussi aussi à te faire une place et à imposer ton tempo finalement dans un monde d'hommes? C'est pas forcément toujours facile en tant que femme quand on le voit même des femmes qui sont dans des mondes d'hommes aussi, de réussir à imposer ce tempo tout en gardant sa féminité, tout en gardant sa sensibilité, tout en étant aligné avec ses valeurs et en gardant cette envie de continuer à faire évoluer la boîte. Eh bien, c'est pas simple, mais honnêtement, je me suis jamais trop laissée marcher sur les pieds, tu vois. C'est-à-dire, d'abord, je ne suis pas un homme, tu vois, ça se voit, et j'ai pas envie d'être un homme, en fait. Moi, je suis très heureuse d'être une femme. J'aime bien évoluer dans un univers masculin parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des points communs assez forts. Mais donc, comment j'ai fait? Je suis juste restée moi, quoi. Moi, j'aime bien avoir une frange, j'aime bien être maquillée, j'aime bien être bien habillée, j'aime bien sourire parce que si on sourit pas, c'est pas drôle. Alors que dans notre domaine, souvent, les gens font un peu la tête. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, quelqu'un du métier m'a dit « Alice, ça faisait 4 ans que ma société existait. » Et il m'a dit « Alice, tu sais, il y a un vrai sujet avec toi, c'est que tu souris trop. » Okay. Et il me dit « Ça te décrédibilise, tu vois, le fait de sourire autant. » Ah ouais, ok. Ouais. Il me dit « Regarde bien sur les plateaux, c'était les plateaux là où les financiers interviennent, donc il y a plein de petites chaînes, plein de des émissions. Et c'est vrai que les gens font plutôt la tête, quoi. Et moi, je fais pas trop la tête. Alors, du coup, c'est vrai que c'est resté... Je me suis dit, faut peut-être que je souris un petit peu moins, tu vois. Mais il n'empêche que j'ai pas changé, quoi. Je crois qu'en fait, on est comme on est. Et moi, de toute façon, soit il m'accepte, il n'est pas question que je change, quoi. Je vais pas me faire les cheveux courts, gris, me mettre en chaussures plates et toute triste comme ça, non. C'est assez drôle ce que tu dis, justement, le fait que, attention, tu gênes, tu souris un peu trop, tu passes pas pour... t'es pas assez sérieuse. Ouais. Ces idées reçues, ces stigmates, ces images qu'on a de certaines industries ou de certains domaines, qui est assez, j'ai l'impression, qui est assez français ou francophone, de mettre des cases, etc. Toi qui as aussi une grosse influence mondiale anglo-saxonne, est-ce que c'est pour ça que tu es assez insensible en fait à ça et que tu veux casser les codes les uns après les autres et que tu cherches aussi à être avant-gardiste dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines? En fait, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, pour ne rien... Moi, ma maman avait son entreprise, donc elle était graphiste à la maison. Tu vois, donc elle avait sa petite boîte de graphisme. Et un jour, elle s'est fait avoir par un client. Et donc, du jour au lendemain, sa société a fermé. On a eu des grandes difficultés financières.
je passe les détails, mais globalement, je me demande si c'est pas ça, tu vois, qui fait que j'ai une espèce d'envie d'en découdre, quoi. Tu vois? Oui, j'arrive, oui, je suis une femme, ou une fille, ou une femme. Avant, j'étais une fille, maintenant, je suis une femme. Oui, je suis différente, mais en même temps, je suis là, quoi, et je peux réussir, et vous allez voir que je vais faire partie du game, quoi. T'en fais déjà partie. Et j'y suis. Et où est-ce que tu vas, c'est quoi la vision pour les prochaines années, les projets avec Trecento et ce que tu as créé? Est-ce qu'il y a d'autres thèses d'investissement que tu as déjà spotées sur lesquelles tu veux te positionner? Est-ce que tu veux continuer à développer cette partie-là? En fait, le pouvoir, donc beaucoup de choses ont changé dans mon domaine. Le pouvoir n'est plus, et même si c'est triste, n'est plus, le pouvoir économique, j'entends, n'est plus dans les fonds d'investissement. Pourquoi? Ça peut paraître étonnant, mais c'est un marché que je connais bien. Parce que, en fait, tu as une compression très forte des marges. C'est-à-dire que tu as une telle hausse des coûts et les recettes sont de moins en moins élevées parce qu'il y a trop de fonds d'investissement sur la place. Il faut comprendre, il y a plus de fonds d'investissement en Europe que de sociétés cotées en bourse. Ah ouais. Okay, mais c'est vrai, vraiment vrai. Donc, en fait, il y en a énormément. Si tu ajoutes à ça les trackers, donc les trackers, c'est donc les produits qui répliquent la performance des indices. D'accord. Si tu ajoutes à ça les trackers, les grosses sociétés de gestion qui lancent des fonds qui répliquent la performance d'indices, mais pour presque pas de frais, tu vois. Donc, en fait, tu as une offre qui est énorme. Donc, le pouvoir a changé de main. Quand j'ai démarré dans la finance, toute jeune après l'école de commerce, la société de gestion, c'était le top de la chaîne alimentaire, tu vois. Maintenant, c'est fou, mais c'est la distribution qui change tout. En fait, le pouvoir, il est dans la distribution. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable d'avoir ta pieuvre, si tu veux, pour aller chercher tes clients et pour créer ta communauté, on va dire, d'une certaine manière, de clients, si on prend un langage plus sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'ai décidé, en fait, de beaucoup travailler justement sur ce volet de la distribution, qui va très bien, en plus, avec mon esprit de me dire, maintenant que j'ai travaillé pour beaucoup d'investisseurs institutionnels, tu vois, je peux aussi consacrer du temps pour aider les Français à prendre en main leur épargne en comprenant avec la connaissance, le sens et tout ça. Et donc, j'ai envie d'y consacrer du temps. Tu vois, j'ai créé une boîte. Alors, la boîte que j'ai créée, c'était en 2020, donc ça date d'il y a un moment, mais j'avais déjà une société en fait que j'ai développée pour ça. Et je vais continuer à le faire parce que ça me plaît et puis j'aime bien faire des choses qui ont du sens, moi aussi. Donc finalement, créer des produits différents ou utiliser des produits existants pour rendre accessible ça, à l'épargnant, voilà. monsieur, madame, tout le monde. Mes produits, mais aussi ceux des autres. Parce que je n'ai pas tous les meilleurs produits du monde. J'en ai 2 qui sont bien. Voilà, peut-être que j'en aurai d'autres. Mais surtout, aller sélectionner en fait ceux qui sont les plus adaptés justement à cette chaîne de risque dont on a parlé au début, enfin tout à l'heure, le 1, 2, 3, 4. Tu vois. Je rebondis sur un concept qui est hyper intéressant, c'est celui de la distribution. Finalement, dit autrement, c'est le marketing. C'est réussir à adresser un message à une catégorie précise d'individus qui vont être peut-être différentes selon le monde de consommation de ton marché à un certain moment. Tu l'évoquais au début, lorsque tu te lances, tu es en haut de la pyramide alimentaire quand tu es un fonds. Et puis aujourd'hui, les forces ne sont plus les mêmes parce que les gens sont peut-être plus éduqués, plus à même, et puis surtout l'offre et la demande a complètement changé. Donc selon le produit que tu as, la façon dont tu vas le distribuer, le marketing et l'angle que tu vas prendre, la puissance et la force de croissance, elle se situe ailleurs désormais. Cette grille de lecture que tu as aujourd'hui sur le marché et cette lucidité sur ta situation, ta capacité à te remettre en question, peu d'entrepreneurs l'ont. Tu vois, nous, on le voit, des gens du monde traditionnel, des paysagistes, des plombiers ou autres qui refusent même d'être sur Internet ou sur les réseaux sociaux et encore plus d'utiliser l'intelligence artificielle dans certains cas, qui de plus en plus s'éveillent et s'ouvrent au sujet. C'est une question de survie pour eux. Toi, quel est le mode de pensée, le schéma de pensée dans lequel tout de suite, tu as compris ça, tu t'es remis en question et tu te dis, là, il va falloir pivoter? Il y a un excellent exemple pour illustrer ce que tu dis. C'est le match Kodak-Olympus. Bien sûr. Alors, ceux qui connaissent, mais c'est intéressant. Kodak, que tout le monde connaît au moins de nom, même les très jeunes, c'était ceux, en fait, qui faisaient des appareils photo, ok. Et puis, Olympus, c'était des Japonais qui, eux, en fait, faisaient aussi des appareils photo, ok. C'était 2 boîtes à peu près de taille équivalente. Enfin, Kodak était plutôt au-dessus. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, ils ont décidé, les deux, d'investir dans 2 sous-secteurs d'activité, dans la santé, dans ce qu'on appelle l'imagerie médicale. C'est-à-dire commencer à créer certaines optiques très particulières, très petites ou très grossissantes pour les imageries médicales, donc pour faire des radios, mais aussi des endoscopes, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, faire de l'imagerie. Chacun avait sa filiale à l'intérieur. Et puis un jour, ils ont décidé, en fait, les patrons en fait, de ces différentes boîtes ont eu 2 stratégies différentes. Kodak s'est dit, bon, nous, on va se recentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on va faire que de la photo grand public.
Et Olympus a dit, oui, mais bon, il y a quand même de plus en plus d'innovation dans la photo grand public, on risque d'être dépassé par d'autres sociétés et tout ça. On va quand même faire mieux que ça, on va même faire une acquisition. Donc, ils n'ont pas racheté l'activité de Kodak, mais ils ont fait une acquisition dans le domaine pour renforcer en fait leur partie liée à la santé, à l'imagerie médicale. Eh bien, quand le numérique est arrivé, c'est-à-dire qu'on est passé vraiment du jour au lendemain en fait, à un changement majeur dans le domaine de la photographie. Et donc, Kodak a coulé. Et Olympus est aujourd'hui un des plus grands fabricants de matériel médical au monde, en tout cas de tout ce qui est optique et tout ça. Et ils sont super forts, hyper innovants. Et donc, ça montre bien qu'en fait, la stratégie et l'adaptation, c'est majeur, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Le cimetière est plein de gens d'entrepreneurs qui n'ont pas voulu changer de voie, quoi, ou s'adapter aux nouvelles technologies. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça n'est pas une discussion, les nouvelles technologies. Alors, après, on n'est pas obligé d'être full IA et tout ça, mais on peut intégrer et au moins comprendre. Connaître, c'est déjà s'adapter. Tu vois ? Et donc, quel que soit le domaine. Donc, ta stratégie et ta thèse, en l'occurrence, c'est, dans cet exemple, tu vas développer ça progressivement tout en continuant l'activité principale. À quel moment, du coup, tu identifies que peut-être dans cette nouvelle thèse, il y a tellement de potentiel que tu vas progressivement arrêter l'activité principale ou autre. Alors, je ne dis pas que tu vas le faire, mais c'est plus pour que les gens aient l'image dans ton exemple avec Olympus, où aujourd'hui... Mais c'est quelque chose que je peux envisager. Hein. Je le dis sincèrement, hein, je peux l'envisager. Parce que mon marché évolue. Et moi, mon rôle à moi, c'est de m'adapter au marché. Donc, en fait, le marché évolue, donc à mesure où il évoluera, et je crée des opportunités aussi. Quand on voit cette évolution de marché, on a envie de créer des opportunités pour être évidemment en adéquation avec les perspectives du marché. Ouais. Donc, quand je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que là, j'y vais, et puis c'est avec plaisir. Donc, on continue. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu viens d'un monde toujours très normé et autres, où quand, par exemple, tu vois, quand tu es sur BFM et que tu as le sourire, ça gêne, pas parce que tu as le sourire, mais parce que c'est différent. Et au même titre que ces grands institutionnels, ces grands financiers, si tu commences à être sur les réseaux sociaux, à faire des reels ou des stories, ça gêne parce que c'est différent. Pourquoi tu fais ça ? Mais arrête, tu passes pour une rigolote à faire ça, c'est pas sérieux. Pour autant, le personal branding, on le voit, il y en a plein qui explosent avec le personal branding. Il y a des boîtes dans la tech et la finance qui explosent grâce à un personal branding créé sur YouTube ou autre derrière. Et ils le font très très bien, ils ont un réel impact, plus encore que les médias. Quand on voit même l'audience de certaines chaînes ou certaines émissions, sans les citer, tu te rends compte qu'une vidéo YouTube fait plus d'audimat gratuitement en quelques clics. Et donc d'impact derrière. Comment tu vois ce virage justement aussi ? Parce qu'il y a un monde, et c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est il y a 5-10 ans, où ça aurait été inenvisageable que quelqu'un dans la finance vienne transmettre, partager, et avec une conviction forte que les réseaux sociaux, le personal branding, c'est important. Et aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Oui, mais on n'est pas nombreux. Enfin, justement, c'est une bonne question. La réaction de mon écosystème, donc celui de très financier, au fait que je suis plus visible, plus grand public, quoi. Ouais. Et moi-même, j'étais pas très... Enfin, les réseaux sociaux, bien sûr, je suis, mais j'avais jamais trop pris le temps, sauf sur LinkedIn, tu vois, d'expliquer ce que je faisais et tout. Maintenant, en fait, j'essaye de le faire justement dans un objectif qui est clair, tu vois. Et donc, je crois que c'est... Bon, évidemment, ça doit en énerver quelques-uns, tu vois, j'en suis certaine, de gens de mon domaine. Mais en même temps, je crois qu'ils sentent bien que c'est la suite de l'histoire. Mais est-ce qu'eux vont s'intégrer dans cette suite de l'histoire ? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait mon choix et je suis très sereine avec. Ouais. Il y a ceux que ça énerve et dans quelques mois, dans quelques années, peut-être qu'ils viendront ils viendront pour me proposer de sélectionner leurs fonds d'investissement pour les placer auprès des gens dont je gérerai l'épargne. Très clair. Merci Alice pour cet échange. Avec plaisir. J'ai adoré te poser toutes ces questions. Il y en a encore plein que je pourrais évoquer. On pourrait parler des heures. Avant que je te pose la dernière question que j'ai l'habitude de poser à chaque invité du Déclic, j'aimerais vous inviter, si vous avez apprécié cet épisode autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, eh bien, à nous le faire savoir directement en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Likez cette vidéo, partagez-la et surtout mettez 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous avez écouté si vous étiez au format audio avec nous. Alice, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence
pour toi, que tu n'as pas partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé. Ça peut être une anecdote, ça peut être une simple phrase, une histoire, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Le déclic, c'est quand on m'a dit un jour, mesure ta réussite au prix qu'elle t'a coûté. Merci Alice.